Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance. Petit week-end à venir avec le Z5 de ce samedi à Vincennes. Nous en parlerons avec Thomas Arnaud de The Turf, Thibaut Ackermann et le président Gilles Curins. Du galop également, notamment à Longchamp dimanche. On parlera évidemment aussi de la réunion en semi-nocturne de samedi à Auteuil, mais il n'y a pas de Z5, le Z5 de dimanche. C'est bien à Longchamp, avec en point d'orgue de cette réunion dans le temple du galop français, la Coupe, un groupe 3. Pour cette partie galop, nous retrouvons Cédric Philippe de Paris Turf, Thibaut Ackermann et Rodolphe Collet. Vous l'avez compris, Thibaut Ackermann est de la revue ce week-end. Notre premier invité s'appelle Éric Blesse. Bonsoir Éric Blesse. Bonsoir Dominique Cordier. Alors Éric, vous êtes le secrétaire général de l'Association nationale des turfistes, autrement dit l'ANT. Alors, j'ai envie d'ironiser un peu. Staline, en ironisant sur la puissance du Vatican, disait « Le pape, combien de divisions ?» Je suis obligé de vous le demander, Éric Blesse, quel est le poids de l'association que vous représentez ? Eh bien, vous avez raison de parler en termes de poids et non pas de nombre d'adhérents. Vous voyez, je devance un peu le fond de votre question. Si vous voulez, comme les centrales syndicales, nous n'indiquons pas le nombre de nos adhérents, mais il y a un chiffre en revanche que je peux vous révéler parce qu'il est public et infalsifiable, c'est le nombre de nos abonnés Facebook. Bon, c'est un peu plus de 4000. Alors c'est à la fois pas énorme, mais en même temps c'est tout à fait respectable. Pour vous donner un petit exemple, hein, il y a une semaine j'ai mis en place une publication sur un cheval qui s'appelle Epsom d'Airfray. On en parlera peut-être tout à l'heure, qui est donc un cheval qui a participé à une épreuve du GNT. Son entraîneur avait refusé qu'il soit prélevé avant la course. Et on sait depuis... Jean-Michel Baudouin a effectivement, on en a parlé la semaine dernière, refusé le prélèvement sanguin alors qu'il était d'accord pour un prélèvement urinaire. La question étant de savoir si c'est l'entraîneur qui décide ou les autorités. Voilà, et donc comme on sait depuis l'affaire Martialis que les substances dopantes, il y en a maintenant qu'on peut découvrir avant la course, le cheval est positif, mais il ne l'est plus après la course, donc c'est très important. Donc j'ai publié un petit article là-dessus, et il a eu plus de 27 000 vues, il a eu 179 partages. Voilà, donc c'est pour vous dire ça, c'est le poids sur Facebook. Les adhérents, je vous dis la vérité, nous n'en avons pas beaucoup. Nous le regrettons, mais nous avons quand même un certain poids, une légitimité que nous donnent les articles que nous écrivons, ou je dirais plutôt à l'imparfait que nous écrivions dans la presse hippique, peut-être qu'on en reparlera, et puis le bulletin que nous envoyons à nos adhérents. Il y a toute une série, une soixantaine de personnalités du monde hippique, que ce soit tous les dirigeants des courses et du PMU, et puis des journalistes comme vous d'ailleurs, Dominique. Si j'ai souhaité vous inviter, Éric Blesse, c'est parce qu'il me semble, on en a parlé à plusieurs reprises dans Radio Balance, que le pari mutuel est en danger, en tout cas le pari mutuel tel qu'envisagé dans la loi de 1891, en danger parce que, pour un point précis, il y en a d'autres, par exemple le Super 4 et le trio. On paye les gagnants du Super 4 avec les perdants qui ont misé au trio, et inversement, on paye les perdants au Super 4. On paye avec l'argent des perdants du Super 4 les rapports gagnants du trio. Autrement dit, avec deux jeux totalement différents, on unifie la masse et on partage selon un algorithme qui est assez nébuleux. C'est tout à fait contraire à l'esprit du pari mutuel. Je pense personnellement qu'il faut que ça cesse, qu'enfin, si l'on peut comprendre que le Super 4 avait besoin, en termes de lancement, d'une masse pour dire d'offrir des rapports intéressants, aujourd'hui, le Super 4 vit très bien de sa propre vie. Et beaucoup de joueurs s'étonnent et ne comprennent pas qu'encore aujourd'hui, eh bien, on reste avec une masse commune pour deux jeux qui n'ont absolument rien à voir. On a marié la carpe et le lapin, comme on dit, pour servir deux rapports différents. Quels sont vos moyens d'action pour arriver justement à ce que le pari mutuel soit mieux respecté qu'il ne l'est aujourd'hui? Alors, nos moyens d'action sont faibles. C'est surtout le débat, le débat qui malheureusement justement a un peu disparu de la presse hippique et d'Equidia. Sur le problème que vous évoquez, au départ, il faut le remettre dans son contexte, il y a, je crois, une bonne idée de la part du directeur du PMU
hein, depuis son entrée en fonction. Il a voulu lutter un peu contre la prolifération qui était un peu exponentielle à la fois des réunions, des nombres de courses et Ça, vous surtout étiez des d'accord, types, justement, la suppression des occurrences et le voilà, fait de ramasser un peu le voilà, calendrier, ça, c'est quelque voilà. chose qui a reçu, On a, pas oui, votre accord, mais en tout cas votre voilà, agrément. Vous étiez d'accord avec cette voilà. décision-là. Les turfistes étaient tout à fait d'accord parce que bon, il y avait quantité de conséquences qui étaient mauvaises. On ne pouvait pas, on n'avait plus de bonnes informations dans les journaux sur quantité de courses qui du coup sont devenues depuis la chasse gardée des joueurs professionnels. Enfin bref, il y avait quantité de conséquences néfastes et en particulier la dissémination des masses entraînait une diminution des rapports, pas au jeu simple, hein, mais dans les paris justement de combinaison. Alors au départ, il y a cette idée de M. Linette donc raffermir un peu, de solidifier, de consolider les masses. Nous sommes Qui est dans d'accord sur le... l'esprit une décision tout à fait louable et appréciable. Bien sûr, mais pas si ça va contre le pari mutuel. Et là, comme vous le soulignez très bien, il est absolument indigne qu'il y ait des joueurs qui jouent sur un type de pari et dont l'argent serve à payer des joueurs qui ont joué sur un autre type de pari. Ça n'est plus du pari mutuel. Le pari mutuel, c'est inscrit dans le règlement, c'est épreuve par épreuve qu'il doit être appliqué. Donc, bien entendu, nous sommes totalement contre. Monsieur Linette, de ce point de vue-là, peut revenir en arrière, hein, s'il lit sans cesse, eh bien, qu'il s'est trompé ou que, comme vous le dites, le Super 4, il a suffisamment de masse. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le Super 4, je ne suis pas sûr qu'il ait été mis en place par la direction générale actuelle du PMU. Hein. C'est un... Non, mais là, vous venez de dire qu'il peut vivre sa vie tout seul. Oui. Et donc, je pense que M. Linette peut revenir en arrière sur ce genre de choses par le dialogue, simplement. Et vous lui avez demandé de prendre cette décision-là, qui serait une décision forte et appréciée par tous les turfistes. Dès qu'il est arrivé, Linette a parlé des irritants, et celui-là, c'en est un. Écoutez, non, pas précisément sur ce point-là. Il y a des irritants qu'il a supprimés. Par exemple, nous, on demandait depuis des années, pour donner un petit exemple, hein, qu'on puisse payer à base d'1 euro, parier à base d'1 euro sur PMU.fr. Eh bien, ça, il l'a fait. On nous disait que c'était impossible avant, il fallait payer à base d'1,50 €. Il a supprimé les écuries, hein, les écuries au jeu simple gagnant. On le demandait, il l'a fait. Donc, il a fait pas mal de choses, il pourrait faire cela. Mais c'est tellement peu, je dirais, ce que vous dites, c'est très important. Mais le problème du pari mutuel dépasse tellement cet aspect-là. Il y a quantité d'autres domaines, si vous voulez qu'on en parle, dans lesquels le pari mutuel est complètement bafoué. C'est plutôt sur ces domaines beaucoup plus importants que nous portons notre action. Alors j'en trouve deux justement. Tout d'abord, la tirelire, là aussi, pour Oui, nombre de parieurs, elle avait été supprimée par la direction générale actuelle du PMU et elle est revenue par la petite porte le week-end, le samedi, le dimanche. On nous parle du super tirelire des Bleus, ce qui ne fait pas venir des clients parce que le quintet, malheureusement, n'est plus un produit d'appel. Et là, je veux dire, c'est contraire à l'esprit du pari mutuel parce que tout le monde cotise à une tirelire. Euh, sans avoir de réelle chance de la toucher. Quel est votre point de vue sur la tirelire et son retour? bah, le même que le vôtre, c'est-à-dire que la tirelire, c'est une masse d'argent qui est ponctionnée à chaque quintet, par exemple, ou bien tous les temps de quintet dans la masse d'enjeu des parieurs et qui ensuite va être distribuée le jour où elle tombe. Donc forcément, ce sont des joueurs qui ont joué dans une épreuve et on va profiter de leur argent pour payer d'autres joueurs dans une autre épreuve. Donc sur le principe, on est contre, mais c'est quand même, si j'ose dire, beaucoup moins pire que ce qui se passait avant, où les tirelires, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, elles étaient liées à ce funeste numéro de la chance qui avait transformé le pari hippique en le dénaturant, hein, en faisant un jeu de hasard. Donc, il y a quand même eu un progrès de ce point de vue-là. Alors, Alors, il y a oui, d'autres choses, dites-moi, oui. Eric. Alors, il y a d'une part tout ce qui est abondement, gestes commerciaux, Alors, bonus de avant de oui. parler de cela, j'aimerais revenir sur un autre problème. Là, pour le coup, on en est au cœur. C'est le paiement à 1,05. Dans l'esprit du pari mutuel, lorsqu'on a de l'argent dans la caisse, on paye. Ça a longtemps été la philosophie première du PMU. Tant qu'il y a de l'argent pour payer, on paye. Et finalement, on s'est aperçu que de plus en plus, on payait sans avoir de l'argent dans la caisse. Alors, le PMU, je l'ai déjà dit ici, il n'y a pas de machine à fabriquer des billets dans les caves. Autrement dit, lorsque le PMU payait
indice sans avoir la masse suffisante pour honorer ce règlement, eh bien, il se servait ailleurs. Autrement dit, il pénalisait d'autres gagnants et d'autres perdants. Est-ce que le nouveau règlement, le 1,05, vous satisfait? Le fait d'avoir supprimé le rapport minimal à indice pour le placer à 1,05, est-ce que ce nouveau point de règlement vous satisfait ou est-ce qu'au contraire, pas du tout? Alors, pas du tout. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Jusqu'à l'année dernière, quand le PMU ne pouvait pas payer, eh bien tout simplement, il ne payait pas. Il remboursait. Alors, 2-3 fois par an, il faisait un geste commercial pour plaire quand même au public, mais la plupart du temps, il remboursait. Et du coup, eh bien, les joueurs professionnels limitaient d'eux-mêmes leurs enjeux. Depuis des années et des années et des années, c'était ainsi. Et c'est pour ça que, par exemple, ils ne venaient jamais sur l'Internet, où il n'y avait pas assez de masse d'enjeux. Et puis, l'an dernier, la direction des PMU a scellé un pacte, en quelque sorte, avec les joueurs professionnels en leur proposant la garantie du paiement à la place. Ça ne s'était jamais vu. Et du coup, les joueurs professionnels se sont jetés sur certaines courses, en particulier des petites courses minuscules de 6, 7, 8 partants, mais où on paye quand même 3 places parce qu'il y avait 8 partants déclarés, il y a 2 non-partants, etc. Toutes ces courses à l'étranger où il y a 1000, 1500, 2000 euros au premier seulement. Et tout d'un coup, vous voyez, à 23h45 ou bien à 9h30 du matin, 300 000 euros d'un seul coup qui sont joués sur un seul cheval, là où normalement vous avez 1000, 2000, 3000 euros. Alors, bien sûr, on ne peut pas payer quand vous avez 95% des enjeux sur un seul cheval. Si vous enlevez le prélèvement et qu'en plus vous devez payer les 3 places, même à 1,05 au lieu d'un 10, ça peut paraître un progrès, mais en réalité, on ne peut pas payer et donc on va prendre l'argent dans les sommes qui ont été jouées par d'autres parieurs dans d'autres courses et qui devraient être redistribuées donc aux autres parieurs des autres courses. C'est totalement contraire au pari mutuel. Le pari mutuel est bafoué. Est-ce que vous me permettez, Dominique, que je vous donne deux exemples seulement? Je vous écoute. Alors, il y a un exemple, c'était il y a quelques jours, vous voyez, c'était le 4 juin à Volvega. 4 juin à Volvega, il est 11h45 et tout d'un coup, vous avez 350 000 euros qui tombent sur un cheval qui s'appelle Gretman de Busset. Sur le point .fr ou sur le dur? 230 800 sur .fr et 123 000 et quelques sur le dur. C'est-à-dire donc 95% en gros du total des mises placées. Ce qui est assez étonnant, je vous interromps, parce que sur le .fr, les enjeux sont plafonnés à 30 000. C'est-à-dire que là, pour le coup, si on peut faire plusieurs fois 30 000 sur le dur, on ne peut pas le faire sur .fr puisque les comptes sont nominatifs. Donc, oui, je vous dis, c'est surprenant. C'est ce que nous dit la direction du PMU. Mais si moi je regarde les chiffres tous les jours, tous les chevaux qui sont payés à 1,05 par le PMU, et je peux vous dire que maintenant, depuis plusieurs semaines, il y a beaucoup plus d'enjeux sur ce genre de cheval sur PMU.fr que sur le PMU en dur. C'est-à-dire que les gros joueurs, les gros parieurs professionnels sont passés sur l'Internet. Alors, tout est déstabilisé. Je vous donne cet exemple-là. Donc, ce cheval, il était à un... Donc, c'est à Volvega, hein. Bon, une course qui est dotée de 5 ou 6 000 euros. Même pas, 2250 au premier. 2250 au premier, 5 000 en tout. Bon. Donc, éventuellement, une course qui peut être neutralisable pour être sûr de gagner? Évidemment. Quand vous avez 350 000 euros qui tombent dessus, alors qu'il y a 2250 euros au gagnant. Alors, écoutez-moi bien, le cheval Gretman de Busset a tellement été joué que du coup, le troisième, il est, tenez-vous bien, à 401 contre 1. 401 contre 1. Eh bien, ce cheval-là qui est troisième ne va pas être plus payé que celui qui est Non, il va payer 1,05, 1,10. Tout le monde à 1,05. Et si on regarde maintenant, au contraire, comment ont été payés ces chevaux sur The Turf, sur Genibet, sur Unibet, eh bien, sur The Turf, les 3 places ont été payées 1,10, 1,20, 2,50. Sur Genibet, 1,23, 1,25, et 3 et quelques. Donc beaucoup plus, parce que ces gens-là, justement, ce sont... parce qu'ils refusent, les joueurs professionnels, ils ne leur accordent pas les mêmes avantages. J'ai sous les yeux, tenez, une lettre, alors je ne peux pas vous dire de qui c'est, parce qu'il m'a demandé l'anonymat. C'est une lettre du patron, tout simplement, d'un des concurrents de PMU.fr. Et voici ce qu'il m'écrivait. Nous avons accepté ces grands parieurs à l'essai chez nous il y a quelques années. Nous sommes rapidement, grâce à Dieu, aperçus qu'ils gagnaient aux dépens de nos joueurs habituels. Nous leur avons fermé la porte
et avons vu rapidement nos enjeux reprendre la croissance. Vous voyez? Est-ce Et que les c'est gens, ça qu'il faudrait les parieurs qui sont abonnés à votre page Facebook et qui vous suivent régulièrement sont en colère contre les grands parieurs internationaux et les autres. Je dis les bien autres parce que entendu. en théorie sur .fr, il ne doit pas y avoir de GPI puisque c'est une masse nationale. C'est une théorie, je pense que ça a changé. Mm. Je peux pas vous le prouver, bien sûr. Maintenant, bien sûr qu'ils sont en colère. Si vous saviez le nombre de joueurs qui toutes les semaines disent j'arrête de jouer, c'est fini, ça n'est plus possible, ou changeons d'opérateur, c'est incroyable. Je vous donne simplement un deuxième exemple, si vous permettez, un Je vous deuxième et écoute. dernier exemple. Hein, c'était à Mons, c'était le 25 mai. Donc il était 20h30 et c'est un cheval qui s'appelle Colin de la Futée et donc il va y avoir exactement donc 289 000 euros PMU.fr et 99 000. Donc vous voyez presque 400 000 euros qui sont joués tout d'un coup sur ce cheval Colin de la Futée. Alors bien sûr le PMU va payer 1,05 à tout le monde, donc il va prendre l'argent chez les autres parieurs dans d'autres courses, pendant que chez les autres opérateurs, eh bien, on rémunère certaines places à 1,80, 2,38, 1,70. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est très simple, au PMU, si vous continuez à jouer dans des courses où il y a un grand favori, eh bien, si vous jouez le favori, vous allez toucher 1,05. Et si vous jouez l'outsider, vous allez toucher 1,05 ou 1,10. Ça n'est plus C'est possible. totalement contre-productif en termes de marketing et de business. Mais malheureusement, certains n'ont pas compris que l'important n'est pas le chiffre d'affaires, mais bien ce que rapporte le chiffre d'affaires, autrement dit, le produit brut des jeux. Faire du chiffre, c'est bien, mais si c'est à l'encontre du produit brut des jeux, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Dernier point sur lequel votre avis, c'est intéressant à entendre. Le 1er juillet, le PMU va changer ce qu'on appelle son rec-back. C'est, vous savez, quand vous êtes client fidèle du PMU, vous avez 1, 2, 3%, voire plus pour ce qui concerne les parieurs internationaux, mais c'est un autre problème. Vous êtes totalement contre ces formules de bonus qui, là encore, sont payées au détriment des petits joueurs. Évidemment. Alors bien sûr, moi-même, ça me fait plaisir d'avoir de temps en temps un petit bonus, une trentaine d'euros à la fin du mois que me donne le PMU parce que j'ai joué tant d'argent. Mais sur le fond, on sait tous que c'est quand même une entorse au pari mutuel qui n'est pas normale. Quand c'est limité de façon ponctuelle, le règlement du PMU, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout ce qui est abondement, c'est permis en entorse au pari mutuel si ça reste ponctuel. Sous-entendu, si ça devient systématique, c'est interdit. Et c'est pourtant ce qui se passe. Quand vous dites 3%, Dominique, 3% de plus pour les gros joueurs professionnels en France, mais quand ils ont déjà la rente à 1,05%, 1,05, ça leur fait donc 5 plus 3%, c'est en fait 8% qu'ils gagnent sur ces chevaux-là. Les joueurs internationaux, les grands parieurs internationaux, qui ont eu peut-être plus de 10% de ristourne de la part des opérateurs étrangers, c'est aussi des choses qui vont complètement contre le pari mutuel. Donc toutes ces ristournes, tous ces abondements, bien sûr que nous sommes contre, et j'ai l'impression qu'en ce moment, M. Linette, qui avait commencé, il faut le reconnaître, par des gestes formidables envers les turfistes, en les replaçant au centre du jeu, en ne les considérant plus comme de simples clients des supermarchés, comme faisaient ses prédécesseurs. Eh bien là, M. Linette, on dirait que devant la crise, devant la pandémie, peut-être parce qu'il y avait 3000 points de vente qui étaient fermés, il a livré en quelque sorte les paris hippiques aux joueurs professionnels. Et le PMU s'apparente un petit peu à une banque d'affaires, je dirais, vous voyez, qui les rémunère sur le dos des autres parieurs parce que c'est contre le pari mutuel. Et Dieu sait si pourtant la Cour des comptes, l'ancien ministre des Finances Jean Arthuis, Equistratis et nous-mêmes, nous n'avons cessé de condamner ces pratiques. Dernier point, alors très rapidement, on parlait tout à l'heure de Jean-Michel Baudouin et d'Epsom Derfray dans l'étape du Grand National Lutro à Mort-de-Bretagne. Évidemment, ce qui s'est passé là-bas n'est pas exactement admissible. D'une manière générale, quel est votre point de vue sur le dopage? On a vu que France Gallo a publié cette semaine les chiffres de sa lutte antidopage. C'est fantastique, on a contrôlé 10 000 chevaux, 34 étaient positifs. On
on va le dire ironiquement, c'est fantastique. 34 chevaux positifs pour 10 000 chevaux contrôlés. Quand on a vu passer l'affaire Mercialis, on ne peut pas croire une seconde à ces choses-là. Quel est votre point de vue par rapport à la lutte antidopage telle qu'elle est menée par les sociétés mères? Le moment est plus grave que jamais, puisque nous avons vu de gros scandales aux États-Unis. L'année dernière, qu'est-ce qui a fait qu'on a découvert un énorme scandale? C'est que c'est le FBI qui a enquêté et qui a découvert le poteau rose, une énorme organisation de dopage. Cette année, c'est le gagnant du Kentucky Derby qui est soupçonné. Donc, il faut faire très, très attention. Et l'affaire Marcialis nous a montré que les substances dopantes, il fallait les prélever plutôt avant la course, car après la course, elles ne sont plus décelables pour certaines d'entre elles. Donc, nous, depuis des années, il y a une chose que nous demandons, une chose toute simple et qui nous est toujours refusée, c'est que pour éviter la suspicion, eh bien, toute la procédure de contrôle antidopage soit rattachée à une instance indépendante. Parce qu'actuellement, ça se déroule en vase clos. Ça se déroule en vase clos. C'est France Gallo et Le Trot qui organisent le contrôle antidopage, qui désignent les chevaux qui vont être prélevés, qui dirigent le laboratoire et qui publient les résultats. Ça ne va pas du tout. Il faut un rattachement à une instance indépendante et comme cela, eh bien, il y aura moins de suspicion. Est-ce que ça peut aller de pair justement à la sortie du corps des commissaires qui sont les arbitres des courses, des sociétés de courses pour justement avoir une structure indépendante qui juge les courses? Pour les commissaires aussi, vous voulez dire une indépendance? Exactement. Alors oui, nous avons longtemps milité, même pour des commissaires professionnels, et puis on nous a répondu, et c'est vrai que c'est quand même une donnée à prendre en considération, que ça allait coûter une fortune. Alors je crois que ce qu'il faudrait, c'est peut-être quand même des commissaires professionnels indépendants pour les grandes épreuves au moins. Vous voyez, les quintés, les grandes épreuves premium, parce que c'est vrai que si dans toute la France, au lieu des bénévoles qui sont simplement un petit peu indemnisés, si on paye des commissaires professionnels partout, ça va coûter un prix fou, mais malgré tout, il faudrait peut-être quand même aller dans ce sens-là, ne serait-ce que pour les grandes épreuves, vous voyez, bien sûr, ça a été aussi une de nos revendications. Et ça va coûter une fortune d'avoir des commissaires professionnels. Je ne suis pas sûr que cela ne coûte pas aujourd'hui une fortune d'avoir des commissaires bénévoles qui sont pour certains très grassement défrayés. Suivez mon regard. Écoutez, Eric Blesse, cela m'a fait plaisir de vous accueillir dans Radio Balance. Je vous souhaite une bonne continuation. On retrouve notamment votre association nationale des turfistes, celle dont vous êtes le secrétaire général, sur sa page Facebook, Association nationale des turfistes, ANT. Merci Eric Blesse. Bonne soirée. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Cordet. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, c'est parti pour le trot. J'ai le plaisir d'accueillir le président Gilles Curin. Salut Gilles. Bonsoir à tous, bonsoir Dominique. Gilles qui est en tête du Grand National des Amateurs après la victoire de Jean-Claude Louche sur l'hippodrome de Laval, nous y étions. Tout à fait. Très content pour Monsieur Louche qui est un de mes propriétaires. En même temps, il est amateur. Il a acheté cette jument-là en copropriété avec moi et puis bien lui en a pris parce que je lui ai dit écoute Jean-Claude, j'ai essayé de te faire plaisir. Et puis il a gagné 2 étapes du GNT, donc je suis très très heureux pour lui. Je l'avais dit sur Equidia, c'est un vrai amateur. C'est vraiment un monsieur qui monte rarement dans la sulky. Il fait quoi dans la vie? Le samedi de temps en temps, il est expert comptable, commissaire aux comptes. Ouais, je me disais bien quand je regardais, c'était Louche. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, pour faire court, très content pour lui. Et maintenant, on va en faire un challenge de remporter ce GNT des amateurs. Ah, ben maintenant, il a la pression. On accueille Thibaut Ackerman. Salut Thibaut. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Alors, avec vous, on va manger du Thibaut Ackerman parce que Thibaut, il est là pour le trot, il est aussi là pour le galop. Et Thomas Arnaud de The Turf. Salut Thomas. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Bon, l'actualité du trot, bon, c'est, il y en a quoi, mais bon, c'est pas. On a vu une belle étape du Grand National du trot avec la victoire de Crack Money. Voilà. Objectif annoncé. On y était, hein, Gilles. Objectif annoncé en début de saison. Et puis finalement, avec 2 victoires d'étape, il prend la tête devant Deganawida. Oui, tout à fait. Il avait peut-être fait un petit peu fort dans l'étape du. C'était peut-être pour l'ouvrir un peu. C'était pas l'objectif. La preuve que ça l'a ouvert. Et puis la piste de Laval, c'est quand même un petit peu moins pénible peut-être que le Croisé-la-Roche. La ligne droite est moins longue. C'est peut-être un peu plus roulant et de toute façon, il a montré qu'il a montré sa suprématie
et il s'est imposé sans coup férir, comme on dit. En tout cas, on a vécu une très belle journée sur l'hippodrome de Laval. Une journée, il faut féliciter ceux qui ont participé au Before mardi dernier, le Before de Radio Balance, notamment Jérémy Lévy et Alexandre de Koopman, voilà, chercher son prénom, merci, qui ont participé à ce Before, et sans parler de Cédric Philippe, qui, bien évidemment, a remis tout son argent sur Crack Money. Bon, petit programme, je le disais, ce week-end. On va commencer avec Vincennes. Le Z5 de ce samedi, c'est le prix du Dauphiné. Bon, ben voilà, c'est un prix de série. Hein. À chacun le sien. C'est une course extrêmement compliquée parce que franchement, on peut éliminer personne. Tout est possible dans cette course. Qui est le cheval de la course, justement, Thomas Arnaud, à votre sens? À mon sens, je pense que Farinelli Polo, le numéro 2, présenté par Sébastien Arnaud, c'est une course qui a été, il me semble, à la lecture de ses dernières performances, visée de longue date, puisque il vient de courir à 2 reprises ferré sans ambition. Et là, il se retrouve à 2700 € de la qualification. Il a tiré un excellent numéro, 2100 mètres à la voiture. Il sera plaqué des antérieurs, déferré des postérieurs. Je pense que c'est le cheval à battre et le favori logique de cette épreuve, c'est numéro 2, Farinelli Polois. Et je lui oppose le numéro 13, Formidable Mec. C'est un cheval c'est le plus rapide sur le parcours, hein, des 2100 mètres de la grande piste. Voilà, c'est ça. Alors certes, il devra se lancer en deuxième ligne, mais il s'entend très bien avec Johan Le Bourgeois. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il a qu'une seule course de rentrée dans les jambes. Après 9 mois d'absence. Voilà, il sera déféré des 4 pieds. L'entraînement de Loïc Péché, on sait qu'il présente ses chevaux quand même très rapidement. Donc malgré son numéro en deuxième ligne, je pense que c'est un coup de poker très amusant. Mais après, comme tu l'as dit, c'est une épreuve très très ouverte. Peut-être à part Fortuno Diet, le numéro 14, qui, je pense, va rencontrer une tâche très délicate, difficile d'en rayer un autre. Très bien, on va partir de vos 2 chevaux. Thibaut, rapidement, quels sont les vôtres? En opposition du 2, Farinelli Polois, les autres favoris de la première ligne, le 3, Frankie Satine, le 5, Philwell, déféré des 4 pour l'occasion, et le 7, FaceTime, même si on peut redouter un petit peu la corde à gauche pour FaceTime. C'est sûr qu'il sera peut-être le favori. Alors FaceTime, j'ai regardé son papier, il sera peut-être le favori à la cote, mais faut pas avoir peur parce que sur la grande piste, c'est pas du tout la même limonade. Hein. Voilà, on a une victoire et le reste, c'est rien du tout, quoi. Donc, après, la question de la tactique de course, si ça ne va pas très vite, ça va désavantager les chevaux de la deuxième ligne, certainement. Donc ce sera plus difficile de revenir de l'arrière. Maintenant, moi, j'éliminerai pas Fortuno Diet sur ses meilleures performances. S'il fallait que j'en élimine un, j'éliminerais plutôt de 9 Finio du Pomereux peut-être. Et encore. Et encore avec des pincettes. Mais moi, je partirais plutôt d'une base avec les 4 chevaux qu'on a cités, 2, 3, 5, 7. Et j'éliminerais dans un jeu la base du 7, FaceTime, de par la corde à gauche, mais je le mettrais dans le champ réduit. On est d'accord. Ouais, moi, le favori de RTL dans cette histoire-là, c'est le 5 Philwell, parce que tous les Pierre Lévesque sont bien. Lui, il est déféré des 4, comme le disait Thomas Arnaud. L'engagement est exceptionnel, donc ça peut bien se passer. Gilles, qu'avez-vous vu de beau là-dedans? Moi, je vais partir de FaceTime quand même, qui a un très gros moteur. Je rajoute là Fareggio Menuet, qui est un cheval qui est très régulier. Moi, j'aime bien le 3, Frankie Satine, mais il faudra qu'il reste sage. Fitwell, ouais, je vois bien ça aussi. Il faut faire attention, Fitwell, il risque d'être un petit peu pris de vitesse en partant. Voilà, et puis pour compléter ce que je vous ai donné, je vais compléter avec Force Destin, qui pourra compter sur la drive de JMB. Très bien. Le 10, 310 ensuite. La première de ce programme de Vincennes, on a 9 courses. On a Glorious Carnois qui revient sur un super engagement. La dernière fois, il était en chaleur. Le Rollins nous l'avait dit avant la course. Il y avait 4. Là, ça peut mieux se passer. Thomas. Oui, je pense que Glorious Carnois, c'est la jument à battre dans ce lot. Elle redescend quand même très nettement de catégorie. Le dernier coup qu'elle a couru, comme tu le dis, Luc Rollins avait prévenu avant la course qu'elle était en chaleur. Il fallait trop course, parce qu'il nous l'a dit 5 minutes avant la course. Il a dit, je crois que la jument, il n'était pas chaud du tout, elle est partie au galop. Voilà, et l'opposition, c'était quand même Jeff de Play, Grand Villesse Bleu, donc un lot de tout autre calibre. Donc je pense que Glorious Carnois, le numéro 10, va remettre les pendules à l'heure. Et ceux qui aiment bien jouer au report, je pense que c'est une bonne base de jeu pour vos reports, ce 110 Glorious Carnois. Gilles, qu'as-tu vu là-dedans? Rien de spécial. Comme vous, Glorious Carnois, qui va être dur à battre. Thibaut?
Je suis allé Je faire poserai avec le... un couplet, je le ferai avec le 6 Grande Copine. Ah voilà, grande copine. Voilà. Thibaut. Voilà, pareil, 10-6 pour moi et en troisième le 8 Grisabelle Avry, mais qui n'est pas déféré des 4. Donc dans cet ordre. La deuxième, 7, 8 et 9 ans, d'échaudage sur 2100 mètres. Ça va aller vite avec Ecogiel, le numéro 5. Ça me semble pas mal. Thomas? Ouais, Codiel, pourquoi pas. Je pleure encore de la dernière fois, la dernière course d'Early Dream, le numéro 7. J'avais joué ça. Je vous conseille d'aller revoir sa course. Vous comprendrez mon désarroi. Il y avait une très belle cote. J'ai jamais trouvé le passage dans la ligne droite. Mathieu Abrivard, il a remarché dessus. Je pense qu'Early Dream aurait gagné tout seul. Donc là, demain, l'opposition est dans ses cordes. C'est un cheval qui est quand même en retard de gain. Il a maintenant 3 courses dans les jambes. Et s'il parvient à prendre le dernier tournant bien comme il faut, je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure et qu'il va s'imposer. Et à belle cote. Donc pour moi, ce sera le 207 Early Dream. Thibaut? Ouais, alors c'est pas la sécurité sociale Early Dream. Moi, j'avoue qu'il y a un truc marrant dans la course, c'est le 10 Empire City qui vient d'arriver. Ah, il était chez Nicolas Roussel, d'ailleurs, il porte les couleurs toujours de Nicolas. Tout à De fait. l'écurie Roussel & Co, pardon. Ouais, très très bien né, puisque fils d'Octopus par O'Donnell. Donc je suis curieux de la voir débuter pour Jean-Michel Bazir. Moi j'ai un coup de cœur abonnement avec le 6 énième chance qui a vraiment eu tous les malheurs du monde. Là aussi je conseille aux auditeurs de revoir sa dernière course. C'est un cauchemar, elle aurait dû gagner de 10 mètres. Donc je lui associerai le numéro 6. Ça reste une course très ouverte et un autre cheval qui est un peu sur du grand voltage, c'est le 1 Dragster de Beaumont. Mais depuis qu'il est drivé par Eric Raffin, je trouve que ça se passe mieux. Donc moi, je fais plutôt 10-6 As. Gilles? Le Bazir, oui, il faut se méfier parce que déféré des 4 d'entrée, c'était un cheval qui était, avant d'être castré, qui était des moyens. Moi, j'aime beaucoup le 2, Carla Duel, dans cette course-là, qui est une note, qui était une des 15 et qui va être plaqué des 4, qui, à mon avis, va faire l'arrivée. Gilles, fais attention avec ton téléphone parce que ces fois, ça coupe, tu sais, ça saccade. D'accord. Donc, tu dois avoir un téléphone présidentiel, en plus, je ne comprends pas. Oui. Allez, la quatrième, c'est une course de vieux chevaux, des 7 à 10 ans, avec Jean-Michel Bazir, au sulky de Chacosa. C'est votre favori, Thomas? C'est une course très très ouverte, pour ne rien vous cacher. Je pense que le favori de la course sera Ici Park, le numéro 12. Parce qu'il est régulier, parce que c'est Eric Raffin et parce qu'il vient de remporter un Z5 événement. J'ai rien trouvé à jouer contre, mais je vois pas du tout Issou Park gagner. Alors peut-être que je vais me tromper, mais c'est une course très intéressante à jouer contre le favori. Je pense que c'est le numéro 12 qui n'a aucune marge de manœuvre, qui va faire sa course certes, mais qui n'a aucune marge de manœuvre. Donc oui, Chaco Jazz, le 6 peut gagner. Mais le 9, il shot Jocelyn aussi. Enfin, c'est une course très ouverte. Mais si vous voulez jouer contre le favori, je pense que c'est une belle course à jouer contre. Quel est votre favori, justement, Thibaut? Un peu comme Thomas, difficile de sortir un seul cheval du lot. Je pense qu'Issou Park reste une bonne base de numéro 12 pour les multis. Ça, c'est évident. Derrière, on pourrait citer les chevaux étrangers que sont le 4 Ferrari Peil qui a très bien débuté, ou le numéro 8 Taro Italie qui nous a fait pleurer la dernière fois, mais qui est tout à fait capable de se réhabiliter dans un lot de ce genre. Gilles? Ouais, moi le 409, Edson Jocelyn, qui est sûr dans les 3 premiers. Très bien. La 5e, c'est la belle course de l'après-midi. La qualif 4 des Summer Races Sulky. Sulky Summer Races des 5 ans, c'est le prix Louis Jariel. 10 au départ, les meilleurs 5 ans. Avec Greengrass, écoutez, qui sera sans doute la favorite ici, Thomas. Oui, favorite logique à mes yeux. Le dernier coup, elle a été battue par Goubaroc. C'est très simple, je vais reprendre cette ligne-là. La même ligne, 8-10 en plein. La même ligne. C'est un Z5. Sauf que je vais changer l'ordre. Oui. C'est-à-dire que je préfère Greengrass, le numéro 10, qui pour moi va renouer avec le succès. Je vais mettre Giant Chief, le numéro 5, en deuxième position. Goubaroc en troisième position, le numéro 8. Et enfin, le numéro 7, Gagné de Banville. Donc 10, 5, 8 et 7 pour cette 5e course. Alors, je vais vous donner une statistique qui vaut ce qu'elle vaut. Parce que sur le site de Génie, ça ne va pas plus loin. Depuis 2009, aucune jument n'a gagné ce prix Louis Jariel. Voilà, vous ferez avec.
La dernière fois, la course où elle est deuxième, c'était aussi ça. Cette statistique-là, c'était les juments ne gagnent pas cette course-là. Bon, Thibaut. Les statistiques sont faites pour être Exactement. battues en brèche. Exactement. Je dirais que éventuellement, je suis tout à fait d'accord. Mais alors les statistiques, parce qu'il faut remettre les choses, l'église au centre du village. Les statistiques, c'est vrai, sont faites pour être battues en brèche, mais elles ont plus souvent raison que tort. Donc voilà, après, Greengrass a eu un moment un peu creux, on va dire, il y a un an et demi, mais depuis, elle a pas toujours été très chanceuse cet hiver, mais globalement, ça reste quand même une lionne, et sur le parcours des 2100 mètres, c'est une jument qu'on peut mettre dans le top 3, top 5 des chevaux attelés dans cette génération. Donc moi, je partirais vraiment du 10 en base, et derrière, je mettrais les chevaux cités par Thomas. Et je rajouterai quand même le 6 Grand Art, parce que lui aussi, il adore cette distance-là. Et il peut très bien faire sous la poigne de Gabi Gelormini. Gabi qu'il faudra suivre tout samedi à Vincennes. Gilles, vous avez une lumière là-dedans? Oui, ils ont parlé de beaucoup de chevaux, sauf un. Donc vous allez le rajouter, comme ça vous allez toucher, c'est sûr, pour faire. Moi, je vais vous rajouter le 4 Gilmour qui peut être sur le podium avec, bien sûr, il faudra un parcours à l'économie, mais ça peut être marrant pour pimenter un peu les rapports. Très bien. Mais Gilmour, le truc qu'il y a, c'est que Gilmour, il part tout le temps vite et il atteint la corde. Donc effectivement, si Gilmour part vite et parvient à prendre la tête et laisse passer ne serait-ce que Greengrass, s'il se retrouve dans le dos de Greengrass, c'est sûr qu'il va garder une belle allocation. Donc effectivement, au multi, je pense que Gilmour, ça peut être un bon jeu. Voilà, c'est pour ça. Je vous donne un bon outsider. Merci, Président. Merci, The Turf. La 6e, le prix du Quercy. Quel engagement pour Ciel d'Azur, le numéro 7? Ouais, superbe engagement, mais je pense que... Il y a franchement un lot, bien sûr. Voilà, mais je pense que Firecracker qui vient de renouer avec le succès du côté du Croisé-la-Roche dans l'étape du Grand National. Alors qu'Éric Raffin pensait pas du tout gagner. Hein. Il faut le redire quand même. Il avait un petit peu déçu les deux courses d'avant, un petit peu, puisqu'il 4e, 5e, ça va, il y a pire. 5e place, voilà. Oui, il y a pire, mais bon, on s'attendait quand même à mieux. Oui. Et j'avais su juste avant la course que le cheval était retourné à Grosbois. Donc, effectivement, ça l'a peut-être un petit peu stimulé. Peut-être que Grégory Torel l'avait laissé un petit peu tranquille et là, il s'est occupé de son cas. Et donc, ça serait une information qui serait importante à savoir. Mais si le cheval est resté à Grosbois depuis sa dernière sortie et qu'il a été travaillé en conséquence, je pense qu'il devrait logiquement s'imposer sur ce parcours qui lui convient parfaitement. Et je lui oppose le numéro 11, Elvis du Vallon, qui reste sur une bonne 5e place dans les Ducs de Normandie. C'était à Caen. L'épreuve va être rythmée puisque devant on a Copsy qui va tenter de trouver son salut dans la fuite, je pense. Firecracker qui va enrouler de loin. Donc l'épreuve va être rythmée et ça va arranger Elvis du Vallon. Donc le jumelé 10 et 11 pour moi dans cette course-là. Thibaut? Je suis assez d'accord avec Thomas. Je privilégie les deux du deuxième poteau. Copsy 2850 grande piste, s'il doit affronter plusieurs attaques, c'est compliqué. J'associerai donc le 3 fiable, le 4 Equinox qui est sur la ligne de Copsy, mais qui en fera certainement moins qu'Equinox. Et on s'arrête là parce que la course ne va pas être très rémunératrice si on a cette arrivée-là. Gilles? Non, j'ai rien à rajouter, parce que Firecracker, il était impressionnant. Donc pour moi, c'est bien. Ça me va très bien, je suis à la bourre. Une grande drille d'Éric Raffin aussi, il faut le dire. Il était placé dans tous les bons coups. C'était une grande leçon de vie. Oui, et puis il avait enlevé l'enraînement, il avait changé quelques trucs. Avec l'enraînement en moins, il a l'air encore meilleur, donc il va être très dur à battre. Il y a le Louis Jariel groupe 2, mais il y a également le prix Chambompé. C'est la dernière course qui prépare au critérium européen, au prix René Ballière. Là, on est sur la distance, 2850 mètres, 10 au départ. C'est un groupe 2 également avec Davidson Dupont. Les champions sont là, ça a le goût du prix d'Amérique, mais ils ne sont pas assez nombreux pour qu'ils aient pu faire un Z5. On le regrette, 10 au départ. Davidson avec Nicolas, c'est un choix qui s'impose. Thomas? Oui, choix qui s'impose. Logiquement, il est revenu en grande forme. Je pense que plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs, Jean-Michel Bazir a trouvé la ferrure parfaite. Il revient très bien après, entre guillemets, nous avoir un petit peu déçus en fin d'hiver, mais je pense qu'il peut gagner cette course-là, mais comme d'autres, comme étonnant le numéro 7 qui est en très très grande forme et qui a été impressionnant à Caen.
comme Dorgos de Guez, qu'il ne faut quand même pas condamner trop vite. Voilà, je pense que la victoire va se jouer entre ces trois-là. Et pour une petite cote, attention au rentrant de qualité, Diable de Vauvert, le numéro 5, qui court toujours bien frais. Ah oui. Et Détroit Castellet, le numéro 4, qui a déçu le dernier coup, seulement 3e, alors que c'était un petit peu sa course. Mais je pense que maintenant, 2850 mètres, il est aussi bien que 2100. Donc je pense qu'il va faire sa course. Il a terminé derrière Davidson Dupont la dernière fois sur le parcours. Donc voilà, ça va se résumer à ces 5 chevaux-là. Bien évidemment, c'est les 5 favoris. Mais voilà. On va pas inventer dans cette course-là. Hein. On va pas dire jouer sur Belle Conway. Thibaut. Oui, et donc il faut privilégier le jeu 4 ordres sur jeu turf puisqu'on peut jouer dans un ordre des 4 premiers. C'est vraiment le jeu intelligent. Je ne comprends toujours pas pourquoi le PMU ne décide pas de le mettre sur les courses à moins de 12 partants. Tiens, à ce sujet-là, parce que vous allez écouter en début d'émission l'interview d'Éric Blaise, secrétaire général de l'Association nationale des turfistes, qui justement milite pour la scission des masses au PMU entre le trio et le Super 4. À vous Thibaut. Donc moi j'avoue que j'avais eu la chance d'être à Caen pour la victoire d'Étonnant, même non déféré. Je dirais qu'il était très très chaud après son hit d'échauffement. Il était sur 5 jambes, sur 5 pattes, et il a couru vraiment magistralement. Alors c'est vrai, c'est retour à Vincennes grande piste, mais je privilégierais quand même en tête de ces E4 ordres Étonnant. Et derrière, j'associerai les chevaux cités par Thomas en privilégiant les chevaux à Jean-Michel Bazir aussi. Gilles ? Moi, j'ai rien à rajouter. Je mets Davidson Dupont en tête, mais après, ils ont tout dit. Là. Vous êtes à Vincennes demain, Gilles ? Non, je vais courir un chose que je ne connais pas, à Cluny. Là. Cluny, c'est en Bourgogne, hein ? On est bien d'accord ? Du côté de Mâcon. Du côté de Mâcon, écoutez, bon voyage. L'avant-dernière, c'est la 8e, le prix de Concarneau, un prix de série pour des chevaux de 4 ans. Rapidement, Thomas. Je pense que c'est la course visée pour Hero et Winner, le numéro 13, l'entraînement et la drift de Jean-Michel Bazir. Pour la Kazakh de l'écurie des Charmes, déféré des postérieurs après une rentrée, je pense que c'est sa course. S'il doit en gagner une, ça va être là. Il y aura pas cher à la cote. Et donc ceux qui jouent en jumelé, j'y associe le 12 Happy Job en pleine forme, mais qui n'a pas trop de marge. Et j'aime beaucoup il y aura une belle cote, c'est le numéro 8, Horace, qui sera déféré des 4 pieds, associé à François Le Canu. Je pense qu'il faut pas le condamner sur ses 3 dernières disqualifications. Il est capable d'enrouler de loin. Et je pense qu'il peut prendre une belle place à Bellecote. Donc voilà, 13 avec derrière 12 et 8. C'est une très belle course pour le flanc parce que Hero Winner, en dépit de tout ce que vous avez dit, c'est pas écrit dessus qu'il va gagner. Hein. Thibaut. Non. Par contre, c'est vrai que c'est son prix d'Amérique. Enfin, s'il ne gagne pas cette course-là, il va falloir se poser de vraies questions. Hein, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Hein, vous connaissez l'adage. Moi, j'avoue qu'en bon ancien habitant du Croisé-la-Roche, je suis direct. Qui n'a contre lui que de courir sur la grande piste pour la première fois. Horace, il me fait un peu mal à la tête, surtout qu'il a mieux réussi à Vincennes 2100 et que la dernière fois, ça n'allait pas du tout dans les allures. C'est beaucoup plus ouvert. Attention pour une grosse cote quand même au 10,5, même s'il n'est pas déféré, parce que celui-là, on l'attendait depuis des mois et je pense qu'il peut faire afficher une grosse cote. Et sinon, Herbu du Ferron, l'association Karl Champenois, qui ne met que des smileys rouges sur le trot, merci à lui, et Anthony Barrier fait feu de tout bois. Donc pour les cotes, moi je serais plus sur Herbu du Ferron que sur le 8 Horace. On peut prendre des sanctions, Gilles, puisque vous êtes dans les instances, entre ces gens qui, on les reconnaît, hein, ils se reconnaîtront de toute façon, systématiquement ne jouent pas le jeu. Hein, mettre vert quand c'est vert, quand c'est rouge quand c'est vert, et jamais de orange parce que... Non, mais... ces gens-là, ils n'ont aucun respect pour le turfiste. Ils se tirent une balle dans le pied. Après, ils peuvent pleurer que ça va mal. Évidemment, ça va mal quand on ne respecte pas la base, qu'on ne respecte pas le turfiste. On s'aperçoit que quand même, il y a grand nombre de grands professionnels qui jouent le jeu. Maintenant, si les gars se fétichent et qu'ils ne veulent pas jouer le jeu, ils mettent le petit bonhomme orange. Comme ça, comme beaucoup mettent. Et comme ça, il n'y a pas d'histoire. Mais je pense que c'est honteux de mettre un bonhomme rouge
alors qu'on a une chance et pour Bien mettre les sûr, mecs dans mais le il y a dur. pas, réglementairement, vous ne pouvez pas prendre de sanctions Non, on peut pas. contre ces gens qui mentent Non. aux turfistes. Et j'ai une deuxième Non. question, puisque toujours vous êtes dans les instances. Les programmes officiels ne mentionnent pas les emojis, de même que, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais que H24, la publication lancée par Jean-Pierre Barjon au TRO. Ils le font, ça. Ils le font. Ah, ils l'en font, donc voilà, ils ne le faisaient pas à un moment donné. Euh, Mais le programme à Vincennes. Le programme, ouais, non. Je sais que Equidia bientôt, ça va être, il le met déjà, mais ça va être plus clair. Ça va être en même temps que les cotes, on va pouvoir vraiment avoir les émoticônes bien placés sur l'écran. De vous à moi, Gilles, 1 an après, il est temps. Bah, il est temps. Il est temps, ça mais fait 1 an. Mieux Hein. vaut tard que jamais. Oui, non, bien sûr. Mais voilà. Par contre, Gilles, il faut absolument qu'on garde quand même un affichage des variations de cotes. Parce que de tout temps, on a du mal à avoir plusieurs colonnes. Je pense qu'il y aura effectivement plusieurs colonnes pour avoir les variations de cotes que demandent tous les turfistes. Mais disons que ça s'arrange et puis voilà, c'est possible que les émoticônes viennent sur les programmes. D'accord, je pense que c'est primordial en plus les programmes. Mais enfin, de toute façon, Dominique, on ne peut pas sanctionner quelqu'un qui met l'émoticône rouge, vert, bleu. Et des fois, tu peux te tromper en mettant le Non, mais rouge, là, c'est pas une question d'erreur ou de faute, c'est une question de malhonnêteté. Il y en a beaucoup, beaucoup, pas tellement finalement. Mais on les il y en a 3 ou 4, on les connaît. Hein. On les connaît. Voilà. Il y en a un paquet dans le centre-est aussi qui s'amuse à ce petit jeu-là. C'est pas très sympa. Voilà, comme je disais, le pire, c'est que ces gars-là, de toute façon, c'est même pas pour le jeu. Les entraîneurs, ils jouent pas. C'est pas le gars qui met le rouge pour dire tiens, je vais faire un coup de jeu ou n'importe quoi. C'est même pas le cas. C'est vraiment pour faire chier le monde, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. En parlant poliment. Mais j'ai bien compris. Allez, la 9e. Là, en partant numéro 5, 12 au départ, rapidement. C'est une belle course avec de bonnes gagnant. Très bien. On va commencer avec vous, Gilles. J'ai déjeuné pas plus tard qu'à midi, donc il y a quelques heures, avec Marcos Morgan. Oui. Je lui ai fait goûter un bon couscous d'ailleurs. Marco qui présente le 9 Chloé voilà. À Boissy-Saint-Léger. À Boissy-Saint-Léger. Boissy-Saint-Léger. Oui, chez nos amis, voilà une belle adresse. Exactement. Et Marco, moi, il est chaud avec sa jument, il l'estime beaucoup. Il m'a dit que c'est une future crack. Chloé Barre. Oui. Voilà. Il est très chaud. Maintenant, il ne sait pas trop la tactique de course qu'il va employer. Bien évidemment, il a peur de la Dubois. Il a peur, il doit y avoir je sais plus, j'ai pas le programme sous les yeux d'un coup, mais bon, il a peur des 2-3. Dubois, c'est le 10 à Independencia qui vient d'en gagner 2 de belle manière. Voilà, c'est ça. Mais surtout, il va être à l'arrivée, c'est certain, et ce sera surtout une jument à suivre pour l'avenir, parce qu'il porte énormément d'estime en cette jument, et vous connaissez bien l'habilité de cet entraîneur. Très bien. Thomas, oui. Ouais, ça me rassure puisque cette Chloé Barre, c'est un petit peu ma découverte dans cette course-là. J'ai beaucoup aimé sa dernière course sur la cendrée parisienne où elle était seulement battue par I Love Me, le numéro 12 qu'elle va retrouver. Et comme dans le Louis Jariel, la 5e, j'inverse l'arrivée une nouvelle fois. Donc pour moi, ce sera le 9 Chloé Barre. Le 12 I Love Me qui, devrait lutter pour les 3 premières places. Et ensuite, j'aime bien le 8 Event Song et le 7 Ilga de l'Ormerie. Indépendentiel numéro 10, ça fait 2 fois forte impression. Mais elle court quand même rapprochée. C'est sur plus court, là, 2700 mètres. Je demande un petit peu à voir. Donc non, pour moi, ça sera 9, 12, puis 8 et 7. Thibaut. Bonne info, à mon avis, de Gilles pour une cote au-dessus de 5 contre 1. Moi, je serais sans préférence forcément entre le 8 Even Song, le 9 Chloé Barre, le 10 Independencia et le 12 I Love Me. Très bien. Il y a une réunion à Lisieux. On va pas la passer en revue à 3 parce que sinon, qui a bien étudié Lisieux? Bien étudié, c'est un bien grand mot, mais j'en ai relevé quelques-uns. Alors on y va avec toi, Thomas, Gilles et Thibaut Amandron. La première. Juste les chevaux. Oui, juste les chevaux. Et rapidement, s'il te plaît, Thomas. Le 312, Gloire Joyeuse, le 607, Instagram, le 805, Elliott de Sim, avec le 814, Erasme William. Et tu rajouteras le 613, Impact Black, qui est un bon poulain. Voilà. Impact Black chez Frédéric Prat, on salue. C'est ça, hein? Oui, voilà. Tout à fait, c'est ça. Exactement. Thibaut, vous avez vu quelque chose? Oui, moi je supporterai le 115 Daddy Cash pour la team Lebro et dont fait partie Jérémy Lévy.
associé aux 12, aux 13 et aux 14 dans la même course. Delzarian, Dreamer Angel et Dame de Thiard déféré des 4. J'ai noté le 402 à Cadurib. Je regarderai sans le jouer, mais je regarderai la course du 9 Hopfeller Dumel qui me fait mal à la tête, mais qui, à mon avis, va très bien courir prochainement monter. Je suivrai le 513 Gloria Volo qui est en pleine forme avec les 2 autres des 25 mètres, le 14 Gypsy des Caillons et le 15 Gracieuse du Lupin. Je fais vite. Le 614 Îlot du Trieux en pleine forme avec le 8 et le 9 Idaho Polo et le 9 Indice de la Doue, ainsi que le 3 Ice Week et le 7 Instagram, donc un multi en 5 chevaux. Et je termine avec le 718 Grand Roi Kluma qui semble être un coup franc très bien placé. Et Erasme Williams, le 814, mais ça j'inventerai. Dimanche, nous allons à Argentan, c'est la seule premium. Hein. Pareil, qui a regardé Argentan, vous avez noté des chevaux, mon cher Thomas? Oui, alors j'ai noté très rapidement, je suis là. Très rapidement. J'ai noté le 116 et là qu'il faut reprendre impérativement et qui sera monté par Mathieu Mautier. Le 703 Falco d'Avaroche qui fait face à son prix d'Amérique, seul petit, il a couru 3 fois à droite. Les 3 fois, il a pas fait l'arrivée, mais il n'était pas présenté en mode course, donc ça m'inquiète pas tant que ça. Et enfin, dans la 8e et dernière, le 809 Falcao Chenu, malgré son mauvais numéro derrière la voiture. Le 808 Faxima, ça, c'est mon souci. Je vous l'avais déjà conseillé le dernier coup quand il avait gagné à 25 contre 1, donc on va continuer. Et le 803 Filou du Chardet. Thibaut? Dans la première, j'associerai au 16 Ayla qui aurait dû gagner la dernière fois sans une faute dans les derniers mètres. Le 6 Hugo Ocagne qui n'est pas parti la dernière fois mais qui avait très bien couru auparavant pour sa rentrée. Et pour les autres courses, je suis assez d'accord avec Thomas, donc je m'arrêterai là. Ah oui. Moi, j'ai étudié un peu là, alors vite fait aussi. 210 Good Expression qui devra simplement être sage pour être à l'arrivée. Ensuite 316 Alpha qui est compliqué mais qui a pas mal de qualité. Le 409 Gringo des pistes parce qu'il y a l'émoji vert. Le 513 Inesquick qui était très plaisante en dernier lieu. Le 605 Elia de Fromentin qui est régulière. Je suis d'accord avec Thomas pour le 703 Falco d'Avaroche qui devrait gagner à mon sens. Et le 806 Furious Wind. Eh ben voilà qui est dit. Vous allez à Cluny, Gilles, je crois qu'on doit pouvoir jouer sur The Turf. Ouais, je suis allé à une chance. Ouais. J'ai pas fait trop le papier, mais bon. Dites-nous son nom. Elle s'appelle Fée d'Écossais, la jument que j'ai avec Monsieur Caffarou. D'accord. Le footballeur. Voilà. Prends le deuxième sulky, Gilles à Cluny. Mais je sais, j'y suis jamais allé. C'est des hippodromes où je vais jamais, mais l'engagement est bon, la jument n'a pas de course tout de suite. On tente le coup, voilà. Faudra que vous fassiez venir quand on sera en présentiel. Le présentiel, voilà, dans Radio Balance. Vous savez que là, on enregistre parce que Christianitaire oblige. Hein, on fait beaucoup de téléphones et on fera du téléphone tout le mois de juillet encore. Et on retrouvera le présentiel. Début août, nous irons au Broc et début septembre, nous irons sans doute au Cardinal Porte de Saint-Cloud. Voilà. Et on sera présent et je vous emmènerai. Voilà, amenez-nous. J'adore le football. Amenez-nous Monsieur Caffarou, qu'on discute un petit peu avec lui. J'ai en outre deux petits mots à lui dire. Écoutez, merci Gilles. Thibaut Ackermann, on vous retrouve tout à l'heure pour la partie galop. Merci Thomas Arnaud de The Turf. Portez-vous bien, bonne semaine et à vendredi prochain. Bonne semaine à vendredi. Ciao. Au revoir à tous. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Eh bien, l'heure est venue de parler de galop. J'ai le plaisir d'accueillir Cédric Philippe de Paris Turf. Salut Cédric. Bonjour chers amis. Et notre invité, Arnaud de Seyssel. On m'avait dit, Arnaud, Bonsoir Arnaud. Bonsoir Dominique, bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Vous m'avez demandé avec quelle casquette je viens de Radio Balance. Je vous ai répondu, je crois que je vous ai répondu, je ne suis pas sûr, mais avec toutes. Mais l'actualité pour vous, c'est la reprise des courses sur votre bel hippodrome d'Aix-les-Bains, dont vous êtes le président. Exactement, ça c'est très excité. C'est un peu la rentrée des classes. On est un peu stressé avant, mais très excité de ce qui va se passer. Combien la saison de course à Aix-les-Bains, c'est combien de réunions?
Alors, on a 10 réunions, 5 au galop et 5 au trot. On va commencer par le galop d'abord. Et puis, le 26 juillet, on attaquera la saison de trot. D'accord. Des casquettes, vous n'en manquez pas. Vous êtes propriétaire de Galopeur. Vous êtes également administrateur de cette chère société mère que l'on appelle France Galop. Et on voit sur votre site internet que tout de suite, au vu des contraintes sanitaires gouvernementales et du cahier des charges de la Fédération nationale des courses hippiques, la Société des courses d'Aix-les-Bains a décidé de fixer une jauge de fréquentation du public de l'hippodrome à 1000 personnes. Toute personne entrant à partir de 11 ans sera comptabilisée. L'hippodrome fermera ses portes lorsque la jauge sera atteinte. Autrement dit, chez vous, pas de passe sanitaire. On reste en dessous de 1000 pour ne pas se conformer à cette obligation. Oui, alors pour être honnête, on s'est posé la question à l'équipe là-dessus parce que faut savoir que le pass sanitaire est une contrainte extrêmement importante. Comment on fait pour gérer les familles? Imaginons que le père et la mère soient vaccinés, que l'enfant de 16 ans ne le soit pas, qu'il ne doit pas son PCR, etc. Enfin bref, ça c'était la première chose. J'ai regardé un peu les chiffres de fréquentation. C'est vrai qu'on a des pics de fréquentation au-delà de 1000. Maintenant, il faut savoir que on ne comptabilise pas dans ces 1000 tout ce qui est socio-professionnel, entraîneur, LAD, etc., etc. Donc on a un petit buffer et la différence entre les 5000, enfin au-delà de 1000 en termes d'infrastructure est trop importante. D'accord. Donc vous souhaitez rester en dessous de 1000 parce que c'est plus simple. Ce ne sera pas pareil. Ça a fait l'objet d'ailleurs de 2 communications des sociétés mères en région parisienne sur les hippodromes du Trot et de France Gallo. En semaine, en dessous de 1000, il n'y a pas de souci. On y est, donc pas de passe sanitaire. En revanche, pour certaines réunions du galop, parce que les belles épreuves arrivent, commencer par le dimanche 20 juin prochain, le prix de Diane à Chantilly. Là, on sera avec l'obligation de présenter un passe sanitaire, donc de venir avec son QR de vacciné ou un PCR de moins de 72 heures. Ça va être un doux bordel, tout ça. Ça va être difficile à gérer pour les sociétés mères. Alors, pour être honnête avec vous, Dominique et Cédric, on se laisse la porte ouverte parce qu'on a deux belles journées. On a la journée du 14 juillet, qui était une journée premium avec le Grand Prix d'Aix-les-Bains et le Grand Steeple Chase d'Aix, donc une journée de galop. Et puis la journée du 1er août, qui sera la fête de l'hippodrome, et le jour du Grand Prix de Savoie au trot, qui est une très très belle course aussi. Donc je me laisse, je dirais, la possibilité d'ouvrir à 5000 si on a des perspectives de public. Alors je vais voir comment ça avance. Je dirais on apprend en marchant, on ouvre. Donc, très honnêtement, Arnaud, on navigue au doigt mouillé. Un peu plus du tiers de la population française est vaccinée. C'est-à-dire qu'on dit à un peu plus aux 2 tiers de la population, vous ne pouvez pas aller aux courses s'ils sont plus de 5000. Donc il y a plein de choses qu'on va leur fermer. Non, Dominique. Non, c'est pas vous. Non, mais on dit pas ça. Tout le monde a le droit d'aller aux courses. Il suffit d'avoir un PCR. C'est vrai. Voilà. Donc on n'empêche pas les gens d'aller aux courses. Bien au contraire. On a un PCR ou alors un certificat comme quoi on a eu le Covid dans les 6 derniers mois, etc., etc. Donc il y a 3 possibilités. Soit le passeport vaccinal, enfin le QR code, soit le PCR de 48 heures, soit le certificat, et ça c'est délivré aussi par les autorités sanitaires, comme quoi on a eu le Covid il y a moins de 6 mois et plus de 15 jours. Cédric Philippe. Est-ce qu'il est là, Cédric? Non, Cédric, oui, je vous écoutais avec beaucoup d'attention, ça m'arrive. Je vous ai même compris. On en a parlé ce matin, Cédric. C'est vrai que, alors on m'a dit, mais c'est marrant parce que aux courses, mais je pense que tout le monde est obligé. En ce moment, il y a Roland Garros, il y a un pass sanitaire obligatoire parce qu'on est au-dessus de la jauge de 1000. Si vous regardez un peu sur les grands, les parcs d'attractions, le football, oui, c'est européen. On a plus trop de football. Qu'est-ce qu'on avait comme événement qui était susceptible de rassembler plus de 2000? Il y a que les parcs d'attractions où c'est pas très clair. Les parcs d'attractions,
Ça n'est pas très clair. Je suis allé voir le parc Astérix, Disneyland Paris. Là, on ne parle pas de pass sanitaire, on est assez évasif. Il faut juste réserver. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Ce qui nous inquiète, pour parler franchement, Arnaud de Seyssel, c'est qu'on est quand même un sport de plein air. Un hippodrome, c'est en plein air. Et on va nous imposer un pass sanitaire pour entrer dans un enclos à certains moments de notre vie de turfiste. Et on voit. Ouais, mais Dominique. Ah, mais c'est pas vous, non, mais c'est pas vous. Non, c'est pas. Et puis c'est pas non plus les institutions, c'est pas la fédération nationale qui s'est battue. Je peux vous dire, j'étais encore avec Pierre Préau ce matin sur une autre réunion, mais s'est battu pour pouvoir enlever ce pass sanitaire. C'est des décisions gouvernementales. On a une crise sanitaire qui est unique. Ça fait 18 mois, enfin un peu plus de. Ça fait 14 mois, oui, depuis mars 2020. Oui, mais ça, c'est l'arrêt des courses. Mais le Covid était là avant. C'est ça que je veux dire. C'est arrivé en janvier, oui, vous avez raison. Oui, 18 mois. Depuis 18 mois, et elle impacte tout le monde. Alors, je crois qu'on s'est quand même pas mal débrouillé au niveau des courses pour pouvoir, je suis sûr même, déjà avoir des courses qui continuent, qui ont été arrêtées que 2 mois. On a géré au mieux avec des cahiers des charges assez stricts, je suis d'accord avec vous, mais ça n'empêche que on a continué à avoir des courses et maintenant on commence à avoir une ouverture au public. Ok, il y a des contraintes. C'est le gouvernement, c'est la crise sanitaire. Je veux dire, c'est pas la faute des institutions si le Covid est apparu dans le monde. En aucun cas, on nous dit ça, mon cher Arnaud. Voilà, vous vous conformez depuis le premier jour aux directives gouvernementales. Vous faites ce que l'État vous oblige à faire. Bien sûr. Voilà. Et on le fait bien. Et ça a été plutôt bien fait, même si. C'est ce que je voulais dire, c'est que moi, je voudrais donner un grand coup de chapeau d'abord aux sociétés de courses qui ont appliqué le cahier des charges, mais surtout aux professionnels et au public, que le public a été patient, les parieurs qui ont été patients, les professionnels qui ont suivi des process qui étaient extrêmement contraignants. Moi, je dis bravo à tout le monde parce que c'est grâce à ça qu'on s'en est sorti, c'est grâce à ça qu'on a pu continuer et c'est grâce à ça qu'on va tous se retrouver très bientôt sans passe sanitaire, sans rien, sans masque, etc. Je l'espère très prochainement. Mais encore une fois, on reçoit du public, profitons, regardons le côté positif des choses. D'accord. Dans l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, je le prendrai à moitié plein cette fois-ci. Essayez de trouver un endroit, Arnaud, d'où vous pouvez bien capter, parce que par moment, votre voix devient métallique. Peut-être est-ce parce que vous essayez de parler vite, mais nous avons tout notre temps. Lorsque je vous ai croisé sur les forums de Lyon, mon cher Arnaud, vous m'avez dit oui, j'écoute plus Radio Balance parce que tout est à charge. Et notamment, vous m'avez fait cette réflexion lorsque vous avez parlé de la lutte antidopage, et on évoquait à l'époque l'affaire Marcialis, vous avez dit vous avez raconté des bêtises. Et pourtant, qu'avons-nous pu dire qui à l'époque vous avez heurté? Maintenant que j'ai le droit, j'ai le droit à répondre, mais j'ai toujours le droit à répondre. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on vous aime beaucoup. C'est gentil, mais je vous aime aussi, ça n'empêche pas. Non, je crois que la dernière fois que vous avez parlé d'antidopage, ou en tout cas une fois où j'ai écouté Radio Balance avec attention, Cédric ou vous-même avez parlé du fait que l'on ne contrôlait pas ou on n'avait pas d'informations sur le contrôle des chevaux avant la course ou après la course. Je crois que vous avez dû voir le rapport qu'on a publié il y a une semaine de cela. Sur les contrôles antidopage et le fait surtout qu'il y a un dispositif de lutte antidopage qui prévoit des prélèvements 5 chevaux pour le quintet. 5 chevaux pour les quintets, 3 pour les groupes 1, 2 pour les groupes 2 et 1 par course. Voilà, et la dernière fois, je vous ai dit, on ne sait même pas s'ils sont contrôlés. Il faudra retrouver les bandes, mais c'était non, mais c'est vrai, on disait... Le gagnant, on disait que le gagnant n'était pas nécessairement prélevé, ce qui est vrai. Ah oui, un parcours, c'est pas nécessairement le gagnant. Alors comment ça se passe? Je vais vous dire comment ça se passe. D'abord, pour les réclamés, le gagnant est toujours prélevé. Pour les autres courses, en début de réunion, le premier commissaire va pour chacune des courses désigner un cheval à prélever. Non pas le nom du cheval, mais sa position. C'est-à-dire que si on est sur un handicap de 18 partants, je peux dire, tiens, on va contrôler le troisième. Quelque chose d'aléatoire. D'accord, c'est la façon dont on travaille. Ça n'empêche que dans les quintets, les groupes, etc., le gagnant est toujours prélevé, ainsi que dans les réclamés. Voilà comment ça se passe. Et
il faut savoir que cette année, par exemple, en 2020, on a contrôlé l'ensemble des courses, 99% des courses ont été contrôlées. De la même manière, je voudrais rajouter qu'on contrôle aussi les jockeys. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis quelques temps maintenant, on met sur le procès-verbal de chacune des courses le nom du cheval qui a été prélevé. Et puis, c'est une demande que je vais faire au Conseil juridictionnel la semaine prochaine. Je souhaiterais qu'on fasse aussi la même chose pour les jockeys, pour être complètement transparent et démontrer qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites. On ne parle pas des prélèvements qui sont faits à l'entraînement, on ne parle pas des prélèvements qui sont faits avant les courses, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites, et c'est surtout là-dessus que je voulais remettre les choses. La question qu'on peut se poser, cher ami, c'est la question de que cherchons-nous chez les jockeys, notamment, puisque le triste épisode Boudot, entre guillemets, nous rappelle que apparemment il y a une substance, la kétamine, qui circulerait un peu dans le microcosme et qui serait un peu une chose durant les soirées, qui soit plus ou moins utilisée. Est-ce que c'est une substance qu'on cherche notamment dans les prélèvements? Je ne dirais pas que l'on cherche dans les prélèvements, et en plus de ça, je ne voudrais pas débattre d'un dossier qui est encore. C'est pas la question de l'affaire Boudot, c'est juste savoir est-ce qu'on cherche la kétamine lorsqu'on prélève un jockey, ou est-ce qu'on se contente de chercher le cannabis, l'héroïne, la cocaïne? Sincèrement, je ne pourrais pas répondre. Vous n'êtes pas obligé de savoir. Non, je ne sais pas. Je sais qu'on recherche un certain nombre de choses. Alors, est-ce que ce produit-là plutôt qu'un autre, ça, il faudrait demander à Henri Pourret et à ses équipes. On demandera à Monsieur Pourret. Dites-moi, on balaye l'actualité. Est-ce que vous avez la lettre oui, vous l'avez nécessairement eue puisque vous étiez destinataire. Cette fameuse lettre qu'a envoyée aux différents membres des conseils d'administration du Trot et du Galop, Philippe Germont, ancien président directeur général du PMU. Et que vous a-t-elle inspiré? Moi, j'ai l'habitude en tant que chef d'entreprise, en tout cas de gérant un business, de regarder devant. Donc, on peut se battre sur les chiffres. Et puis, on peut se battre pendant des heures et des heures sur des chiffres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va sortir de l'ornière, on va sortir de cette crise. Et donc, c'est ça le plus important. Donc, je ne prête pas attention à ces batailles de chiffres, de polémiques, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on va dans la bonne direction. Je pense que la direction actuelle du PMU fait un super boulot. J'étais encore à Lyon ce matin avec la direction régionale du PMU de Lyon sur des choses beaucoup plus concrètes, etc. Et on va dans le bon sens. Le soutien de la filière, enfin de leur point de vente encore récemment exposé. Les futurs jeux qui vont arriver, c'est plein de choses. Et encore une fois, je ne commenterai pas la lettre de Monsieur Germont parce que je regarde devant plutôt que derrière. Cédric Philippe. Oui, en plus, je ne vais pas commenter une chose de ce genre. Moi, ce qui m'intéresse, là aussi, c'est le positif et c'est regarder devant soi. Est-ce que vous avez eu des retours sur le concile, entre guillemets, de Tours? Et comment voyez-vous l'évolution de l'obstacle, vous, qui d'ailleurs président d'un hippodrome multidisciplinaire, est-ce que vous pensez que les courses d'obstacles à partir du 1er juin sont possibles dans la moitié sud de la région, la moitié sud de la France? Oh là, c'est très précis comme question. Alors, oui. D'abord, la première question, c'était est-ce qu'on a eu des échos de Tours? Oui, on a déjà eu un certain nombre d'échos de Tours. Jacques Détré, vice-président de l'Obstacle, est en train de travailler et de finaliser tout ça. Et il va nous présenter cela au conseil d'administration du 21. D'accord? Donc, je ne dévoilerai pas encore. Vous avez vu déjà un certain nombre de choses. Je voudrais souligner que d'abord, c'est une très, très bonne initiative. Jacques est un vice-président dynamique qui connaît bien sûr très très bien l'obstacle et qui veut faire avancer les choses. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, sur votre question, est-ce qu'au 1er juin, il faut arrêter les courses dans le sud de la France? Je dirais que ça dépend du sud, ça dépend des hippodromes, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ce qui veut dire, est-ce que ça ne dépend pas de la météo? Parce je veux dire, on va faire sauter mais les chevaux. La météo, oui. Encore une fois, c'est aléatoire.
c'est aléatoire, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est vous pouvez très bien au mois de mai ou avril avoir une météo très chaude, et des pistes qui sont comme du béton, et au mois de juin, avec grâce aux équipements qui sont sur les hippodromes aujourd'hui, l'arrosage de ceci, de cela, vous retrouvez avec des pistes tout à fait correctes pour l'obstacle. Donc, je peux pas être affirmatif sur le 1er juin ou le 30 juillet, enfin, ça dépend de l'environnement, de l'infrastructure. Et je sais que les équipes de Transgallo ont une attention extrêmement particulière, puisqu'on a eu une visite encore juste avant l'ouverture d'Aix-les-Bains de nos pistes, pour voir si tout est bien pour accueillir ces pistes de haie ou de slip à Aix-les-Bains. Donc, Cédric, pour répondre à votre question, je pense pas qu'il faille mettre une barrière à la date, mais plutôt aux conditions dans des hippodromes. Alors, est-ce qu'il y a une question de température? Est-ce que vous pensez qu'à partir d'une certaine température où les courses d'obstacles ne sont pas possibles, est-ce que vous pensez qu'il faut quand même, malgré tout, essayer de voir devant, essayer de voir le bien-être animal, qui est quand même un dossier fort et un grand chantier sur lequel tout le monde travaille, vous tout particulièrement. C'est une question ouverte. Hein. Non, mais la question, elle mérite d'être posée, elle est très bonne. Et ça a été un des axes de réflexion aussi durant ce séminaire de Tours. Et encore une fois, Jacques Détré est un grand propriétaire de chevaux d'obstacles, il sait de quoi il parle. Il y a beaucoup d'entraîneurs et de professionnels autour de lui qui vont participer à ce séminaire, des gens de France Gallo aussi. Et comme vous l'avez dit, le bien-être animal est un des axes prioritaires stratégiques pour France Gallo. Donc, ce type de questions sont abordées. On n'a pas encore toutes les réponses. Voilà. C'est des questions qui sont totalement valides. Parce que quand on voit, par exemple, la réunion de demain à Auteuil, on est un samedi. On est sur les samedis à Auteuil, un projet qu'on travaille pour essayer de développer la discipline de l'obstacle, la lisibilité. Quand vous voyez la réunion de demain, ça vous donne pas une impérieuse envie d'aller au guichet? Oui, bon, je vous laisse libre de vos... Non, mais vous voyez, il n'y a pas de partant. C'est quand même des lots très, très hétérogènes. Ce n'est pas du tout ce qui fait l'attrait des courses hippiques. Et Cédric, d'où la réflexion et je dirais que Jacques Détré a secoué l'arbre en disant il faut qu'on fasse quelque chose. Donc moi je trouve que c'est extrêmement positif de se poser ce genre de questions, surtout d'y répondre et d'avoir des plans d'action associés à cela. Et ce que l'on vous doit, c'est un retour de cela et des décisions fortes par rapport à ce qui a pu être discuté durant ce séminaire. Jacques Détré. Parlez-nous du centre-est, parce qu'on remarque que dans le sud-est, les entraîneurs réussissent des choses extraordinaires sur le site de Calas. On trouve que depuis qu'on s'est installé à Chazé, on a pourtant laissé le temps aux choses, le temps pour que les choses se fassent, je trouve que le site manque de dynamisme en termes de densité de nombre de chevaux, en termes de résultats. Quel regard portez-vous là-dessus? Alors, moi je pense que... On a combien d'entraîneurs à Chazé, justement? On a Mathieu Pitard, c'est ça? On a Mathieu Pitard, on a Pimbonnet, on a Césandry, on a 250 chevaux à l'entraînement. Hein. Et ce qu'il faut savoir quand même... C'était le chiffre voulu, 250, ou on est en dessous? Oui, on peut avoir entre 250 et 300. On se posait la question d'investir dans d'autres barnes ou pas, mais pour le moment, il y a un turnover qui fait qu'on est dans la fourchette tout à fait acceptable. Et Thierry Ravier fait un travail extraordinaire en tant que président du centre d'entraînement. Et je peux vous dire que l'ensemble de mes chevaux ont été entraînés sur le site de Chazet. Comme vous savez, Philippe Becou a pris la décision de monter à Chantilly. Mais ça n'empêche qu'on a eu des résultats quand même assez extraordinaires, que ce soit avec, si je recommence, avec Imperiator, Dorémy Fassol, Dorny Bush, enfin tous ces chevaux, plus les chevaux de Mathieu ou de Mathieu Pitard ou de Marc Pimbonnet de Césandry & Co. Donc
je suis pas aussi catégorique que vous sur les résultats. Et je peux vous dire que l'infrastructure en elle-même est tout à fait bonne. Et en plus de ça, on a Chazay a des accès qui sont extrêmement faciles pour le sud, pour le nord et pour l'est. Donc c'est très très bien situé. Interrogez les entraîneurs de Chazay, ils vous diront tous que l'infrastructure est tout à fait correcte, que ce soit pour l'obstacle ou pour le plat. Je suis pas aussi catégorique que vous l'êtes. Je ne le suis pas du tout, mais je trouve juste qu'il y a des titres qui évoluent mieux, plus rapidement, plus positivement, entre guillemets. Oui, il suffit de tomber sur 2-3... Enfin, vous disiez pas ça quand on entraînait Dorémy, Tornibouche, Go Atletico... bon, je parle de mes chevaux parce que je les connais, mais... Oui, mais vous parlez de 3 chevaux sur 250. Non, oui, mais... Arnaud parle de ce qu'il connaît. Je parle de mes chevaux. Voilà. Il parle des têtes de gondole. Oui, mais on a d'autres chevaux. Regardez, Mathieu Pitard a gagné groupe aussi. Marc Pimbonnet a gagné des groupes et des studs. Je suis pas. Je trouve que Marc Pimbonnet avait plus de réussite quand les courses, le site était. Quand il était à Paris. Ouais. Les entraîneurs, j'ai l'impression que la compétitivité prix en a pâti. Oh non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous qui avez un peu de recul, vous payez le même prix à Paris que vous ne payez à Chazay? On est quasiment dans les mêmes. Alors du temps de Paris, j'étais pas propriétaire. D'accord, c'est dommage. Pas vous dire. Je vous dis l'évolution. Vous savez que je commence à avoir un peu de cheveux blancs. Les socioprofessionnels. Oh, vous mettez la barre haut aussi, c'est pour ça. Mais plus sérieusement, j'ai un peu de recul. Les professionnels me disent que c'est plus difficile. Plus difficile d'entraîner? Bon, non, plus difficile. Non, je parle des tarifs d'entraînement. Ah, financièrement, mais c'est financièrement partout plus difficile avec l'environnement actuel. Ça, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà un dossier intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer la compétitivité? Parce qu'on ne va pas se mentir, les allocations en 20 ans n'ont pas augmenté. On va pas faire du sophisme, on va pas commencer à faire croire des choses fausses. Cependant, les coûts augmentent tous les ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer le propriétariat, être incitatif? Est-ce qu'il faut faire je sais pas. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Déjà pour le propriétariat, on est, pour moi, dans la bonne direction entre deux axes. De créer des écuries de groupe qui donnent des envies à des futurs propriétaires, de se lancer tout seuls. Je vous donne un exemple, l'écurie Lugdunum. Maintenant, on est à la 3e écurie Lugdunum, donc c'est une écurie régionale lyonnaise. Et le premier écurie Lugdunum, il y avait, je crois, une dizaine d'actionnaires ou une quinzaine. Eh bien, après cela, il y en a 4 ou 5 qui ont pris leur couleur tout seuls. Et on continue après avec des écuries de groupe, mais ont pris leur couleur. Donc, pour moi, c'est déjà un axe extrêmement intéressant de développer. Le pied à l'étrier, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Exactement. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui font ça de plus en plus, et je pense que c'est une bonne chose. Il faudrait peut-être insuffler aussi un côté commercial aux entraîneurs et de communication. On voit que les jeunes communiquent extrêmement bien avec leurs propriétaires ou ont des facilités de commercialisation ou en tout cas commercial pour trouver de nouveaux propriétaires. Ça, c'est un autre axe de développement pour moi. Là, je parle personnellement. Et puis, je pense que le fait de recruter aussi des têtes de gondole, comme vous les appelez, des grands noms, les Tony Parker, les Antoine Griezmann, les Charles Leclerc aujourd'hui. Charles Leclerc, oui, voilà, le pilote de Formule 1 qui a Charles Leclerc aujourd'hui, en tant qu'associé. Qui s'associe avec Tony Parker. Ça aussi, ça entraîne un buzz positif au niveau des propriétaires. Vous avez toujours des chevaux avec Antoine Griezmann? Alors, il nous reste toujours Tornibouche qui était talon au haras de Aigues-Mortes. Vous l'exploitez ensemble, d'accord?
Et donc on est tous les deux copropriétaires. Et puis Antoine, il est assez, il préfère être à 100%. L'histoire de Tornibouche, c'était aussi pour lui mettre un peu le pied à l'étrier. Donc ça, c'est une bonne chose quand je vois le résultat. Philippe Decou a fait un travail remarquable, et du coup, on voit le résultat. Donc je pense que ça aussi, Cédric, c'est un axe de développement. Alors j'oublie des grands noms. Des Mbambyang, des ceci, des cela, mais ça c'est très bien aussi pour attirer de nouveaux propriétaires. Et puis pour répondre à votre question sur les centres d'entraînement, il y a aussi des choses à faire. Il faut faire plus d'activités, de faire venir les gens, de montrer les courses, ce qui se passe derrière, parce qu'il y a beaucoup d'activités aussi. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, qu'il faudrait peut-être que les chevaux aient un torchon nominatif, des choses toutes simples, pourquoi pas, mais qui donnent une lisibilité à ce qu'on fait. Parce que le matin, vous voyez passer des chevaux, vous êtes comme une vache qui va passer les trains, si vous n'êtes pas dans le business. Comme dirait Jean-Paul Gallorini, voilà, il aurait dit ça. Quelle belle phrase, Dominique, de nous interrompre pour ça, je vous félicite. Non, mais c'est vrai, c'est ces petites choses qui sont importantes, je rigole, mais... c'est des choses... Non, parce qu'en même temps, je vous disais ça, c'est lui dit tout le contraire. Aucun cheval ne ressemble à un autre, mais pour le Quidam, voilà, il voit passer des chevaux comme il regarderait des vaches dans une pâture. C'est exactement pareil. On ne sait pas qui est sur la piste, et c'est pareil. Sans doute au centre d'entraînement du parc de cheval, c'est pareil à Chantilly, c'est pareil à Senones, c'est pareil partout. Je veux dire, il n'y a pas de théâtralisation de l'entraînement, alors que des gens parfois viennent voir l'entraînement. C'est très dommage, c'est très dommage. C'est des choses toutes simples. C'est des bonnes idées. Je suis tout à fait d'accord, et ça me voilà, toutes les bonnes idées. Ça permettrait déjà un contrôle beaucoup plus simple de l'activité des chevaux qui sont sur le centre d'entraînement et le fait qu'ils soient déclarés ou pas sur les pistes. Il y a beaucoup de choses très simples qui permettraient une lisibilité pour tout le monde, pour les gens qui travaillent sur les sites, et surtout pour que les gens qui voient passer, vous voyez, la Maison Lafitte, c'est la ville du cheval, vous voyez les chevaux marcher dans les contre-allées, vous habitez sur place, vous voyez passer des chevaux. C'est quand même super sympa de savoir qui est qui. Oui, non, mais c'est important parce qu'on s'aperçoit en lisant les décisions juridictionnelles de France Gallo qu'il y a beaucoup de chevaux qui sont sans papier. C'est-à-dire qu'ils sont en endroit alors qu'on les imagine. Dominique, vous exagérez un peu. Mais écoutez, on a quand même un problème avec des chevaux qui ne sont pas déclarés. Alors on les pense là, ils sont ailleurs. C'est un peu gênant dans le cadre qu'on évoquait tout à l'heure de la lutte antidopage. C'est un vrai problème. Et j'aimerais qu'on arrête avec ce sujet. J'ai une question à vous poser, Arnaud de Seyssel. On parlait tout à l'heure de Jacques Détré. Vous savez qu'il y a un sujet qui tient beaucoup à cœur du vice-président de France Gallo. C'est le 2 tiers, 1 tiers. Autrement dit, l'inscription dans les statuts de la société mère du 2 tiers financier pour le plat, du tiers financier pour l'obstacle. Malheureusement, cette mesure a été retoquée, on va dire ça. Recalée par le comité. Voilà, exactement, parce que le vote a eu lieu à bulletin secret. Vous aviez voté pour cette mesure ? Alors, en tant que membre du conseil d'administration, on avait tous voté pour cette mesure. Donc, j'ai pas changé mon vote pour le comité. Donc, j'ai voté pour le 2 tiers, 1 tiers. Encore une fois, il faut pas non plus en faire une. Je comprends, mais on agit dans les faits avec le 2 tiers, 1 tiers. Alors après, il faut que ça soit dans ce que demande Jacques Détré, c'est que ça soit dans les statuts, etc. Ok, bon, c'est pas passé à ce comité-là, mais connaissant la pugnacité de Jacques, il ne manquera pas à nous soumettre un projet. Ah, il faut qu'il le fasse vite. Une dernière question à Arnaud de Seyssel, Cédric. Dominique, oui, l'hippodrome d'Aix-les-Bains, donc première réunion premium de la saison dimanche. Quelles sont les spécificités du parcours pour vous? Est-ce qu'il y a des endroits cliniques où il faut être bien placé ou pas? Est-ce qu'on peut tout faire ou pas? Est-ce qu'on sera 10-0 tout le meeting? Comment sera le terrain dimanche? Et avez-vous croisé un professionnel, propriétaire, entraîneur, qui vous ait fait part d'une confiance pour dans la réunion de dimanche? Alors, le flambe, là. Pour la réunion de dimanche, pas forcément. J'ai pas mal de gens qui m'ont dit, qui aiment beaucoup l'hippodrome d'Aix-les-Bains parce que c'est quand même déjà un petit peu les vacances quelque part pour eux. C'est un hippodrome extrêmement agréable. Pour répondre à votre question, on a une piste de galop qui fait grosso modo 1540 mètres avec une ligne droite d'environ 400 mètres.
On a la chance de pouvoir faire quasiment toutes les tactiques. La largeur de la piste fait de 25 mètres, donc il y a quand même de quoi faire. Il n'y a pas de tactique particulière comme à Vichy, attendre le passage de route, par exemple, ou ce genre de choses. On peut revenir d'assez loin. Maintenant, pour l'état de la piste, on est environ à 3-2 en ce moment. On continue d'arroser encore ce soir et demain pour avoir une piste un peu plus souple, et en particulier sur la partie obstacle. Au niveau de l'obstacle, on a deux parcours. Enfin, on a soit la discipline de S, soit la discipline steeple de 3006 à 4003. Et là, on a des très très beaux obstacles qui sont reconnus par les professionnels qui viennent de loin, puisqu'on a souvent des macaires qui viennent, des clayeux, etc. Donc pas des moindres. Et maintenant, tout est prêt et on attend avec impatience dimanche 16h pour pouvoir lancer la saison, sachant qu'on a fait pas mal d'investissements cette année encore. Pour le bien-être animal, on en parlait tout à l'heure, j'ai rajouté une troisième douche dans les écuries pour pouvoir rafraîchir les chevaux au maximum. On a des boîtes neuves, des boîtes de départ neuves. C'est un gros investissement qu'on a fait cette année. Pour le trot, on a modifié le départ des 2000 mètres qui nous avait été demandé par les professionnels. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont faites et pour les professionnels et pour le public. Au niveau de la restauration, on a fait beaucoup de choses aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, Arnaud de Seyssel, mille merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Balance. On vous rend à vos obligations. Merci. Et puis, on vous regardera dimanche avec la réouverture de la saison sur les forums d'Aix-les-Bains. Vous l'avez dit, début de la réunion à 16h. Merci Arnaud. Merci à vous et on vous attend avec les bains. Très bien, merci, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, dimanche, nous allons à Longchamp pour la réunion de la Coupe. On va commencer avec le Z5, c'est le prix majeur Fridolin. 1400 mètres sur la nouvelle piste. Que joue-t-on, mon cher Cédric Philippe, dans ce Z5 extrêmement ouvert ? Oui, c'est un pléonasme, un Z5 ouvert, tout à fait. Un dimanche à Paris-Longchamp, une course où il faut être fort inspiré en tant que parieur, aussi en tant que jockey. Le 3 Rimini offre pas mal de garanties, un vrai cheval de bon terrain, qui fait très bien ce parcours-là, qui offre beaucoup de garanties. Donc le numéro 3 Rimini peut faire office de bon point d'appui. Le 9 Cubo est certes un attentiste, mais un cheval qui est promis à un succès à ce niveau. La course est très bonne. Les 100 mètres de plus seront nécessairement un avantage. Donc j'aime beaucoup le 3 et le 9 qui sont pour moi les deux obligations. Et je suis très curieux de voir le numéro 8, Ma Déclaration, dans ce contexte. Un jument qui est littéralement transformé et dont les limites actuelles sont difficiles à établir. Rebonjour Thibaut Ackermann. Ce Z5 de Longchamp vous a-t-il inspiré ? Donc là, vous aimez beaucoup Ma Déclaration ? Oui, et le 4 Aljoumaïlia, qui a très bien couru pour sa rentrée. Je conseille les auditeurs de regarder sa course. Et pour les multis, j'associerai le 3 Rimini et le 9 Cubo et le 11 The Champ. Eh bien voilà qui est dit. Allez, on va passer en revue la réunion. On a 10 courses à Longchamp. Moi, je trouve ça, je vais vous le dire, pénible d'avoir des réunions avec 10 courses un dimanche. Parce que maintenant que le public est revenu, il faut avoir un peu le respect du public. On ne fait pas 10 courses. 10 courses, c'est long. Hein, on aime bien ça, mais c'est franchement très long. D'autant que la semaine dernière, un internaute nous a dit, il avait raison, qu'on fait revenir le parcours à Longchamp pour mettre sur la piste des courses qu'on ne peut pas voir, parce que généralement, les arrivées n'ont pas lieu là. Quand on met des lignes droites, quand il y a du public, c'était à Chantilly la semaine dernière, ça n'a pas de sens. Bon, bref, 10 courses, c'est long. Un programme de 7 ou 8 un dimanche, c'est déjà bien assez. Bon, je vous laisse la main, Cédric, avec la première. C'est une liste de race. Il y en a 9. On peut les passer en revue rapidement avec Thibaut. Bon, on va dire avec un certain humour que dans le 103 Parchemin, c'est un peu le papier de la course. Que y oppose-t-on, cher Thibaut ? Eh bien, moi, je lui opposerai le 5 Lord Charming qui a couru dans un volant en Allemagne. J'ai revu sa course, j'ai trouvé ça pas mal. Et derrière, c'est beaucoup plus ouvert pour moi. La deuxième, le prix Volterra, une listette pour pouliches, qui ont plus ou moins déçu, des profils très différents que des pouliches toutes neuves. Voilà, c'est très ouvert. Moi, j'aime bien le 7 Sky Sister que je vais racheter, même si la dernière course elle nous a plutôt déçus dernièrement. Je suis très impatient de voir courir le 1 Zolia qui a vraiment débuté en bonne pouliche. J'ai beaucoup aimé la dernière 3e place de Wooten dans une listade bien composée également. Et j'associerai avec le 7 Sky Sister. Je ne sais pas trop où mettre le 8 Goldie Style Field de Goldikova. Voilà. Très bien. La troisième, je pense que le numéro 2 Vrigny,
Vrigny descend de catégorie et me décevrait en ne renouant pas avec le cours de ses bons résultats. Le 302 Vrigny. Je lui opposerai le 1 Jana Flower. Julien Philippon en avait parlé la semaine dernière, mais on avait vu vraiment une très très belle deuxième place déjà précédemment, face à une pouliche de l'Agacan qui va courir le prix Diane certainement. Donc 1 et 2 pour moi en base de The 4 ans. La cinquième, je me mesure évidemment le 4 Irésine qui est vraiment exceptionnel. Un cheval de très grande qualité que je pense capable de franchir un nouveau palier ici, le 504 Irésine. Tout à fait d'accord, et on lui associera derrière en Super 4 le 5 Hurricane Dream, que je mettrai bien deuxième. Et en troisième et quatrième ligne, je mettrai bien le 3 Glycon, le 6 Pau Alto et le 7 Grand Glory. Très bien. Après, on a une course à condition un peu fourre-tout, qui est pas si limpide qu'il n'y paraît. On peut s'amuser à spéculer dans cette course-là. Je m'amuserai avec le 16 Sur ma vie, qui a un bon numéro, qui a eu d'autres ambitions il n'y a pas si longtemps. Moi, je mettrais une piécette sur le 10 Diwan Seniora s'il a recouvré une partie de son potentiel chez M. Cerolis. Je crois que oui. D'accord. La septième course, le 3 Gingembre fait office de bon point d'appui. Oui, tout à fait. J'associe aux 3 les numéros 1, 12 et 13. La huitième course est une course à réclamer de haut niveau, et aussi les tarifs sont plus élevés, ce qui est légitime. Une course pas si facile. Le numéro 10, Sanatoire, qui a certes 9 ans, mais c'est celui qui a le plus de titres. Maintenant, il rentre. C'est un peu une pièce en l'air, mais intrinsèquement, c'est peut-être le cheval de la course. Ouais, je lui associerai le 5 Pisanello, qui a beaucoup moins bien couru sur sa deuxième course que lors de sa rentrée. Donc j'espère qu'il va répéter sa rentrée. La 9e course, c'est un handicap assez nébuleux de 4 ans. Bene est bien engagé, hélas. C'est peut-être celui qui semble le plus recommandable, même si c'est une course particulièrement compliquée. Ouais, c'est très très ouvert. Je suis d'accord pour Bene en base de multi 4, mais ça reste très ouvert comme ça. Le 16, Fitzcarraldo, c'est une note chez moi, mais c'est un chat qui a mis beaucoup de temps à rentrer dans ses courses. La distance va lui plaire, mais c'est un chat que je verrai encore mieux à terme sur 3000 mètres. Le 16, Fitzcarraldo, on peut commencer à s'abonner, mais ce sera encore mieux sur 3000. La 10e, c'est la deuxième épreuve de cette course-là. Je suis très curieux. Alors, je n'ai rien vu, de sidérant visuellement, mais je ne vois pas ce que peut venir faire ici le numéro 8, Puntarel, qui débute dans le handicap en n'ayant pas pris une allocation dans sa vie. 3 courses, 0, 8e, 6e. Je vois pas un Aquetil aller se pourrir la vie un dimanche à Paris-Longchamp sans avoir une petite idée à la tête. Oui, tout à fait. Moi, j'associerai en base de multi The 4 le 6. Pour les coachs, je spéculerai sur le 14 Swapan qui a très très bien gagné la dernière fois en finissant, qui est rallongé, mais ça ne devrait pas poser de problème. Et le 13 Grand Yaka qui est aussi très régulière et dont l'entraîneur est en grande forme. On a entendu tout à l'heure Arnaud de Seyssel qui nous parlait de la réouverture d'Aix-les-Bains. C'est une réunion premium dans cette journée dominicale. Qu'avez-vous vu, Cédric, à Aix-les-Bains? C'est une semi-nocturne. C'est un hippodrome de véritables spécialistes, chevaux et jockeys. Et j'aime bien par exemple le 105 Lorly Salsa, qui en général fait bien là-bas. Donc je m'amuserai à titre d'apéritif avec le 105. Mais alors je vais vous dire, la première course, la réouverture, faut vraiment regarder les aptitudes des chevaux. Les chevaux qui se montent aux avant-postes seront selon moi fortement avantagés, et les petits numéros dans les boîtes aussi. Mais voilà, j'aime bien le 105, mais il faut vraiment regarder les aptitudes des chevaux. Et les chevaux véloces peuvent aller très très loin sur cette piste d'Aix-les-Bains. On continue avec vous, Cédric, vos chevaux pour cette réunion. Il y a 8 courses. Oui, je suis très mesuré en termes de flambeau sur cette réunion. Donc la deuxième, peut-être du Marc Pabonnet, du 6 Cléo d'Argent, voire du 7 Calas Queen, mais vraiment du bout du stylo. Je les balance tous comme ça après Thibaut donne les siens. Oui, on va faire ça. La troisième, je suis pas très chaud, d'ailleurs je suis un peu agnostique, si je puis me permettre, au 308. La quatrième course, un handicap de catégorie sur les haies,
en général, il y a une propension là aussi à être un goût pour l'aptitude. Donc j'aime bien le 8 Ambre de nuit, entraînement Pitard, qui sait se distinguer sur cet anneau. Et le 2 Muser of the Day, entraînement Pain Bonnet. La 5e course, une course à condition, une course c'est un petit peu plus facile, plus hétérogène, une course à jouer plus en confiance. Le 4 Canyoning, excusez-moi, me paraît bien engagé ici. Bon, j'ai une vraie zone d'ombre avec Centurin que je préfère nettement en terrain lourd, le numéro 5, qui a le meilleur titre, mais dont la forme est sujette à caution. Donc j'aime bien le 4 Canyoning et l'As Tabula Rasa. La 6e course, c'est une course d'obstacles où le 2 Texar s'annonce redoutable. Non, je préfère le 4. Je préfère le 4 Resplendor au 2 Texar. Un jumelé probablement David Cotin, avec à ajouter le 6 French Bird, qui est une pouliche que j'aime beaucoup. La 7e course, c'est une course à réclamer pour 3 ans. À chacun les siens, mais bon, avant le coup, pas de fulgurance. Et la 8e et dernière course, une course sur la distance. Le 4 Amanda, dans un bon jour, est capable de très bien faire ici. Il aura ma préférence, mais une très timide préférence. Thibaut. Oui, très rapidement, le 306 Lady Arcadina, j'ai un abonnement. Elle revient à une valeur qui lui convient dans la 2e épreuve du handicap, que j'associerai au 8 Agnostique et au 10 Lali Rose, qui revient en bonne forme et le bon terrain devrait l'avantager. Sinon, j'ai noté à peu près les mêmes que Cédric, le 504 Canyoning avec la forme de l'entraînement Botti, le cheval de David Cotin dont les résultats restent extraordinaires actuellement et Resplendor qui a une grande classe de plat. Et sinon, dans la 8e, j'avais noté les numéros 1, 2, 4 et 7. Ben voilà qui est dit. On va passer rapidement à samedi. Alors, après une concertation de l'équipe qui a le respect du travail qu'elle fait, celui de pronostiquer sur des bonnes courses, on n'en fera pas sur Auteuil parce que le niveau, très franchement, n'y est pas pour une réunion programmée un samedi. C'est question de niveau, Dominique, il fait 35 degrés, c'est pas un temps 35 degrés, c'est pas un temps à jouer sur des moi. chevaux, voilà. C'est pas un temps à faire courir des chevaux d'obstacle à Auteuil, c'est ça. Ah, et puis, on fait comme on aime. On n'est pas là pour donner des leçons aux institutions, mais on n'est pas non plus obligé de conseiller de façon outrancière dans des conditions qui sont parfois un peu extrêmes. Donc voilà, j'ai pas goût à cette réunion qui me paraît d'ailleurs pas très amusante pour le flanc puisque il y a beaucoup de favoris qui devraient gagner. On est là pour essayer d'apporter des choses originales. Maintenant, si Thibaut veut donner des choses, il n'y a aucun souci. Mais j'ai pris le parti de ne pas beaucoup m'intéresser à cette réunion et je l'assume. Eh ben, qu'est-ce on peut s'amuser avec Tarbes? S'amuser, c'est touché. Le 104 devrait pour moi ouvrir son palmarès assez rapidement. Tarbes, pareil, Tarbes, bon terrain. Faut pas dormir, hein. Faut monter près de la tête. Le 104, c'est un chat qui en général est assez véloce. Il a l'as dans les boîtes. Voilà pourquoi je le vois. Je vous épargne son nom parce que c'est un peu compliqué. La 2e course, je suis là encore assez pantal avec le 6 Galloway que je vais reprendre. Pour moi, est capable de bien faire un lot de ce genre. Ensuite, la 3e, je vais racheter l'As après la guerre qui avait déçu pour sa rentrée, mais qui vaut mieux que cela. Je oppose bien sûr le 2 Mamluk qui sera le favori de la course. La 4e course, c'est une course d'anglo-arabe où j'aime beaucoup le 9 Heure d'hiver, mais le 6 Queen Margot a aussi des titres. Elle a déjà devancé, donc 6 et 9. La 5e, c'est un handicap de 3 ans qui est pour moi assez compliqué. J'aime bien les 2 chevaux de Caroline Bonin, le 9 Ayao et le 10 Kachi. La 6e, c'est un handicap sur 3000 mètres qui m'intéresse fort peu. Et la 7e, c'est une course en zone rose où on jouera contre soi-même ou presque. Thibaut. Dans la première, j'avais noté pour faire un super 4 The 4 Heures, le 1 Trésor Caché, le 4 Rolling Botte, le 7 Carib et le 2 Swinging Dongdon, mais bon, ça va pas rapporter les mains. Dans la 2e, j'aime bien en base de multi The 4, le 2 Marie de Vega, le 8 Romantic Moon, qui j'associerai donc le 6 Galloway. Dans la 3e, j'avais noté évidemment le 2 Mamluk et le 1 Après la guerre. Et dans la 6e, j'aimais bien les représentants de la famille Bonin, très bien fini récemment. Le 7 Summer d'Espoir, qui a fini lui aussi à la vitesse du vent, auquel j'associerai les 1 Le Marais, le 6 Patna Dream et le 11 Texanito. Le premier nommé, c'était lequel? Parce qu'on n'a pas entendu le premier nommé. Une coupure. Ah pardon. Le premier? Oui. French Plaisir, le 3. D'accord. Bah voilà, c'est pas mal.
Qu'avez-vous pensé de la réunion du prix du Jockey Club dimanche dernier à Chantilly, Cédric? Quels enseignements, s'il y a des enseignements à retenir, retiendrez-vous de ce Jockey Club qui a vu la victoire du le gagnant était le meilleur de la course, ça c'est indéniable. Qu'il reste fort compliqué de briller à Chantilly quand le terrain est bon, quand on a un numéro en dehors sur ce parcours des 2100 mètres. D'où le bon comportement des Rougets qui sont 4e, 5e. Voilà, tout à fait. C'est pour moi ceux qui auraient probablement dû finir sur le podium derrière le gagnant. Voilà. Maintenant, je vous dis, c'est vraiment un parcours. Faut vraiment être 1 à 2 classes au-dessus pour gagner avec un numéro tout en dehors sur cette piste de Chantilly quand le terrain est bon souple. Parce que dimanche, le terrain n'était pas pénible, il était juste souple. Donc voilà ce que je retiens. Après, vous savez, tant qu'on n'a pas affronté les aînés, on ne sait pas du tout de quel bois est fait cette génération. On en saura beaucoup plus. Fin juillet, début août, on commencera à apprendre pour savoir un peu plus ce que valait cette génération. Mais tel quel, le gagnant est vraiment un poulain très plaisant et un poulain que je pense même capable de tenir 2004 à terme. C'est vraiment un vélo. Il a un changement de vitesse d'un miler, mais il est quand même assez pratique. Il a un excellent mental, je trouve. C'est vrai que 1006, on s'est dit il va tenir sans problème le Jockey Club. Et là, quand on voit le Jockey Club, on se dit 2004, ça ne devrait pas poser de soucis. Thibaut? Oui, tout à fait. Les mêmes commentaires que Cédric. La réunion s'est très bien passée sur place. La seule chose que je dirais en coup de gueule, c'est que en 2 semaines, 2 dimanches d'affilée, je me suis retrouvé avec des gens pour prendre des paris à la tablette qui font des erreurs vraiment de débutants et ça pose de vrais problèmes. Je pense qu'il y a un problème de formation important. Des gens qui prennent les jeux sur tablette au PMU. Il y a des erreurs régulièrement et vous ne pouvez pas les contester avant de récupérer un récipicé qui ne fait que de récapituler vos jeux. Et c'est un vrai C'est vrai qu'il faut que chaque joueur réfléchisse à... vous prenez votre portable dans la poche et vous jouez chez nos partenaires The Turf, vous n'êtes pas embêtés. Et si vous vous trompez, vous ne vous en prenez qu'à vous. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai souci. Moi, j'étais au Croisé-la-Roche à l'étape du GNT, c'était la 5e. Là, pour le coup, les hirondelles, c'était la société Carus. Mais la société Carus prend pas les tickets, prend les tickets du PMU, mais le PMU ne prend pas les tickets de la société Carus. Bref, je me suis retrouvé avec des tickets quand je suis rentré chez moi. Je pouvais pas valoriser ailleurs qu'en retournant sur un hippodrome ou officier PMC Carus. Bon, bref, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire pour permettre à tout le monde de se parler et aux joueurs de pouvoir jouer dans les meilleures conditions. Radio Balance se termine. Merci Cédric Philippe. Très sympa. De rien, à bientôt. Ouais, salut Thibaut Ackermann, merci pour votre présence, votre omniprésence. On remercie Thomas Arnaud de The Turf, on remercie Gilles Curin, se dit le président, nos invités, Eric Blesse. Écoutez, messieurs, Cédric et Thibaut, Eric Blesse, le secrétaire général de l'Association nationale des turfistes en début d'émission. Et on remercie également Arnaud Cessel qui nous a fait le plaisir de participer à un moment et de nous vendre entre guillemets, sa belle réunion, sa réouverture de l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Radio Balance, je le disais, c'est tous les vendredis, c'est sur SoundCloud, c'est sur YouTube, c'est sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous, écoutez, on se retrouve même endroit, même heure, vendredi prochain. Et c'est mon fils qui vous dit au revoir. Au revoir et à vendredi prochain. Au revoir Sacha, au revoir Dominique. Salut à tous, merci les amis. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.